coup, bienvenue, bonjour pour cette première de Quoi de neuf chercheur. Donc c'est un nouveau concept, ça fait longtemps que je voulais le faire. Vu qu'en tant que journaliste scientifique, c'est mon travail de discuter avec des chercheurs, alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ça quand même sur Twitch. Je pense que voilà, ça peut être intéressant selon les sujets, enfin, tous les sujets scientifiques sont intéressants. Ce sera, je pense, si ça plaît bien sûr, mais j'aimerais bien faire ça toutes les 2 semaines. Pour l'instant, on va commencer tranquillement, hein, mais peut-être qu'à terme, il y aura peut-être moyen de faire un peu plus. Alors aujourd'hui, le programme, donc, je l'ai écrit là. On le voit un petit peu là. Ah, j'ai pas l'habitude. Comment faire là, voilà. Le thème donc aujourd'hui, c'est les atmosphères d'exoplanètes. J'ai fait un article dessus il y a pas longtemps sur les atmosphères d'exoplanètes observées par le James Webb, vu que c'est quand même une révolution dans l'astronomie hein, de pouvoir voir les atmosphères d'exoplanètes, surtout les plus petites. Et justement, c'est ça qui est le plus compliqué. Est-ce que toutes les petites exoplanètes ont des atmosphères? Mais voilà, toutes ces questions, donc, on va en discuter avec un chercheur, donc Vivien Parmentier. Voilà. Depuis ça, et je fais des efforts quand même pour faire là. des petits logos et tout. Donc voilà, qui est astrophysicien de l'Observatoire Côte d'Azur. Donc c'est un dossier qui a été fait, élaboré en tout cas par David Fossé, de Ciel Espace, hein, un très bon dossier sur le James Webb qui s'appelle Lumière sur les origines. Ça va permettre en fait de voir un peu qu'est-ce que l'on découvre grâce au James Webb, mais vraiment sur le plan cosmologique global. Donc là, il y a des articles qui parlent en fait sur les galaxies, les mouvements des galaxies, enfin voilà, la très grande échelle de l'univers, on va dire. Donc ça, je le passe vite fait, comme ça vous n'aurez pas le temps de tout lire. Il y a une belle infographie aussi d'ailleurs sur voilà, comment est-ce qu'il observe, quel est son tableau de chasse dans l'infrarouge, donc vu que le James Webb c'est un télescope mais qui observe pas dans la lumière à laquelle nos yeux sont sensibles, il observe dans l'infrarouge, donc c'est un peu différent. Et on va en parler aussi après. Donc ensuite, voilà, sur la vie des étoiles, il y a un article dessus. Et voilà, moi mon article c'était celui-là. Alors d'ailleurs, on reconnaît une petite tête là qui ressemble beaucoup à celle en haut à droite. Hein. Mais voilà, qui est donc Vivien Parmentier. Même si là pour le coup, c'est un article pour lequel j'avais discuté avec beaucoup de monde. J'avais pu discuter avec Brice-Olivier de Maury, Franck Celsi, Pierre-Olivier Lagage. Enfin, voilà, pas mal de monde qui est impliqué vraiment sur le James Webb. Donc c'était un article assez passionnant à faire. La spectroscopie, cette science qui, à mes yeux, presque de la magie, n'empêche. Ouais, bah oui, on peut en discuter justement. La spectroscopie, ça ressemble à ça, du coup, effectivement, on a des courbes. Donc voilà, on expliquera un peu tout ça avec Vivien aussi. Ensuite, ça passe sur ça, c'est un autre problème du James Webb, c'est qu'il y a une petite menace, enfin, il y a des météorites, alors c'est pour le titre, hein, bien sûr. Mais il a eu un petit impact à un moment sur un de ses miroirs, donc voilà. C'est pour en avoir discuté rapidement avec un des chercheurs, en tout cas on m'avait dit qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de peut-être de petites météorites comme ça à l'endroit où est situé le James Webb. Donc bon, ça on pourra en discuter. Donc voilà, ça c'était juste pour dire le point de pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Alors d'ailleurs, je voulais vous montrer, tiens, où est-ce qu'il est le James Webb et qu'est-ce que c'est aussi, pour ceux qui ne sauraient pas trop. Alors où est-ce qu'il est, en tout cas, il est dans un truc qui s'appelle le point de Lagrange, L2. Alors je vais vous montrer la petite vidéo hein, qui est pas mal pour montrer où c'est. Vous voulez un spoiler sur les atmosphères des exoplanètes? C'est un peu décevant. Vous attendez pas à des trucs de fou multicolores. Bah oui, non mais... Alors d'ailleurs ça m'a été reproché quand j'ai fait l'article, honnêtement. L'article qui est publié, c'est pas exactement l'article que moi j'avais fait de base. Mon article de base, je pense que ça s'est ressenti que j'ai été un peu blasé sur le... Les premiers résultats étaient pas foufou. Mais là, il commence à y avoir des... Enfin, c'est quand même très intéressant. Donc j'ai dû me rééquilibrer. Alors c'est pour ça que là aujourd'hui, je vais essayer de faire un jeu d'équilibriste aussi... Parce que c'est vrai que quand on me dit l'article, tu fais ouais, c'est bien, je vais pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a comme résultat, et au final, c'est vraiment compliqué. C'est encore très compliqué de savoir vraiment à quoi ressemblent les exoplanètes, les atmosphères des petites exoplanètes surtout, qui nous intéressent le plus. Et là, globalement, en plus, il y en avait une candidate intéressante où au final, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'atmosphère du tout. Donc il y a aussi le risque que les petites planètes n'aient même pas d'atmosphère en fait. Donc on va voir, mais justement, ça on va voir avec Vivien, il connaît mieux que moi qu'est-ce qu'il s'est passé en tout cas là-dessus. Alors d'ailleurs, quand tu commences avec l'unité dans Stellaris, il y a le James Webb. Ah, c'est vrai? C'est vraiment là. Faut vraiment que j'y joue un jour, hein, Stellaris. Alors juste pour vous montrer donc qu'est-ce que c'est que ce petit schéma. Voilà, maintenant mon zoom marche. Donc là, on voit le Soleil, on voit la Terre, et donc le James Webb, en fait, alors c'est pas à l'échelle, hein, je crois. Enfin, c'est peut-être à l'échelle. Oh, c'est pas aussi loin que ça, non? 1,5 million de kilomètres, ça fait pas autant. Bon, en tout cas, il est derrière la Terre. Il est un peu dans l'ombre de la Terre, on va dire. C'est un télescope qui a besoin, en fait, il a des instruments qui sont vraiment très perfectionnés. Et du coup, il a besoin de fonctionner vraiment à une température extrêmement faible, extrêmement basse. Donc voilà, ils ont essayé de se mettre à un endroit qui est plus sombre, on va dire, pour lui aussi. Et il y a plein d'autres avantages aussi, et ça aussi, on pourra demander un petit peu à Vivien. Alors par contre, donc c'est pas juste un endroit stationnaire complètement, c'est un point d'équilibre, on va dire, gravitationnel, parce que ça ressemble à ça si on fait l'orbite. Voilà. Voilà, c'est un truc du coup, il reste un peu autour, il tourne un peu autour quand même, autour d'un cercle perpendiculaire.
Donc voilà, c'est plus pour montrer à quoi ça ressemble. Avec un grand pare-soleil, donc ça c'est ce qu'on voit aussi ici. Ah voilà, tac. Et tiens, d'ailleurs, on va remontrer un petit peu rapidement le James Webb aussi, avec tout son déploiement. Cette vidéo-là était toujours très intéressante. Donc il a été lancé par une Ariane 5. Alors je sais pas si là vous avez le son d'ailleurs. Je vais vous le mettre assez faiblement. Moi je m'en souviens bien, j'avais fait le live pour Ciel Espace le jour de Noël, alors ça c'était complexe. Donc c'était voilà, un 25 décembre 2021 du coup. Hein. Moi je m'y perds dans les années à force. Et ensuite il a dû se déployer dans l'espace. Donc bref. On n'aurait pas besoin de mettre le son d'ailleurs. Plutôt pour montrer, on va montrer un petit peu plus loin quand même, parce que ça a duré un petit bout de temps. C'est rigolo quand on y pense, il tourne autour d'un point vide, les petites subtilités de la mécanique céleste. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça la mécanique spatiale, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est un point vide, mais c'est des points de Lagrange, voilà, c'est des points d'équilibre gravitationnel. Mais nous aussi, on tourne aussi autour d'un point vide d'ailleurs, quand on y pense, parce qu'on tourne pas non plus exactement autour du Soleil, on tourne dans un peu le centre de masse entre les deux, qui est un tout petit peu décalé aussi, donc... Et c'est comme la Lune, elle tourne aussi autour d'un point vide, enfin, on est tous en train... Tout est dans le vide, de toute façon, dans l'univers, tout est lié au vide. Mais bon, en tout cas, là, c'est plus pour vous montrer, voilà, rapidement, les petites vidéos du déploiement du James Webb, qui sont toujours très, très impressionnantes, je trouve. C'est quand même fou de se dire que voilà, ça a marché, c'était un télescope qui avait été attendu pendant vraiment des années, des décennies même, on va dire, dans la communauté scientifique. Et moi, dans les chercheurs à qui j'en avais discuté, ils disaient en tout cas que voilà, ils attendaient, ça fait des années que dans les conférences, les gens disaient avec le James Webb, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Et donc là, ça y est, ils ont enfin le télescope. Alors, qu'est-ce qu'ils en font maintenant? C'est ça la question. Alors, je vais vous faire un mini sondage, tiens. Globalement, c'est depuis juillet, donc parce qu'il y a eu la première phase de déploiement qui a duré 6 mois. Oui, voilà. Alors, comme dit Guy Star Tracker, il y a eu 3 mois, donc comme on a vu, c'est ce qu'on a vu déjà, tout le déploiement, ça a duré déjà un petit bout de temps. Et ensuite, il faut aussi attendre, il y a une calibration, il faut aussi attendre justement, comme je disais qu'il était dans une position un peu à l'ombre, etc., pour refroidir. Il faut du temps pour que tous les instruments refroidissent aussi. Et ça prend énormément de temps dans le vide, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de transfert thermique, c'est juste du transfert radiatif, je crois. Parce que justement, je suis journaliste scientifique, je suis pas non plus scientifique, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le comprends. Même si moi, mes études à la base, c'était physicien, mais bon, mais ça fait longtemps, donc j'ai toujours peur de dire des bêtises maintenant. Et ça que serve, voilà, il y a plein d'instruments qui me servent à ça. Donc effectivement, donc ça fait que 9 mois. Donc, ça fait à peu près depuis juillet, on disait juin, juillet, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça environ. Hein. Ouais, c'est bien radiatif le terme, hein, c'est juste pour... j'ai toujours peur de dire des bêtises. Alors voilà. Attendez, je vais en mettre, tiens, pas besoin, voilà, de me détourer pour l'instant. Alors, très bien pour le James Webb. Alors finalement, j'aurais pas beaucoup de temps, je voulais d'abord présenter déjà un petit peu les quelques planètes qui avaient été observées, mais... je vais peut-être faire une première, allez, quand même, avant que Vivien nous rejoigne. Il devrait arriver d'ici 10 minutes environ. On fera une mini-pause pour ça à ce moment-là. On va repasser rapidement. Alors, c'est une nouvelle configuration, alors, on voulait pas... J'ai changé tous mes boutons, alors j'essaie de faire un truc sympa. Regardez, je suis très content de mon petit effet pour, voilà, afficher un petit peu l'invité. J'avais alors une petite question aussi pour vous, tiens, sur un autre... On va essayer de commencer déjà sur celui-là, il faut que je le retrouve. Tac tac. Alors peut-être qu'on peut déjà, avant que Vivien arrive, on peut quand même parler un petit peu de ce que voit le James Webb, ça pourrait être intéressant. Concrètement, tac. Hop. Les audios FK, non t'inquiète, on papote. Il fallait aligner les miroirs aussi, calibrer la sensibilité des instruments pour pas qu'ils soient éblouis par les étoiles. Ça a pris longtemps, ouais voilà. Alors là je vous montre, c'est un petit truc qui avait été, un petit montage qui avait été fait sur Reddit, qui est pas dans le bon ordre d'ailleurs, parce qu'en fait le télescope, il y a 3 télescopes là, le WISE, le Spitzer et le JWST. Enfin c'est les instruments en tout cas, qui sont affichés dans Irak et MIRI, ça c'est le nom des instruments, et qui observaient en fait le même endroit en infrarouge. Alors en fait ce qui est bizarre c'est que le Spitzer il est plus vieux que WISE apparemment, mais bon. Ça montre au moins l'évolution en tout cas progressive de certaines sensibilités. Donc là c'est en infrarouge, donc c'est-à-dire que c'est pas ce que nous on verrait avec nos propres yeux, mais en tout cas c'est ce que voit l'instrument. Donc on voit voilà le gouffre technologique entre les deux est quand même assez fou, hein, entre les générations précédentes on va dire qui sont à gauche et le James Webb. Vu que on compare souvent James Webb avec Hubble qui était le télescope justement qui est plutôt dans le visible, mais en fait voilà ils sont pas exactement non plus
sur la même longueur d'onde, je veux dire, en termes de rivalité. Mais bon. Mais donc c'est pour ça que le James Webb, c'est vraiment voilà, maintenant vous voyez justement le gain, en tout cas en termes de résolution qu'on peut avoir. Alors tout ça c'est bien, ça fait des images plus nettes, mais c'est pas que ça qui compte, hein. Ça c'est bien justement plutôt pour tout ce qui est cosmologie, etc. Mais ce qui va être intéressant aussi sur le côté exoplanétaire, donc pour observer des planètes, des mondes qui sont vraiment beaucoup plus loin, par exemple à 40 années-lumière, etc., c'est surtout la spectroscopie. Alors ça, typiquement, alors ça c'était une autre image du James Webb pour comparer un petit peu avec Hubble, où justement on voit à gauche Hubble il y avait beaucoup de poussière, etc. Et le James Webb, lui, il arrive à voir à travers les poussières, donc on voit les étoiles qui sont derrière tout ce nuage de poussière. Et voilà, par contre, ce que voit le James Webb qui est assez intéressant, c'est surtout les spectres. Alors voilà, donc là, on voit en bas, du coup, dans l'axe des abscisses, c'est la longueur d'onde, justement, et sur le côté, la quantité de lumière bloquée. Et alors ça, c'est ça qui va être le plus complexe à comprendre sur tout ce qui est du James Webb. Alors, il faudra pas hésiter à poser des questions si c'est complexe ou pas. Et même moi, j'essaie toujours de bien me remettre en tête quand même. Parce que moi, en tant que journaliste scientifique, c'est pas si simple hein, de transmettre vraiment ce qu'on arrive à voir. Mais... Donc là, typiquement, ce qu'on voit, c'est pas exactement... En fait, quand on dit un spectre, c'est même pas exactement le spectre, c'est vraiment de la lumière qui est bloquée. Vous voyez, c'est juste un pourcentage de lumière. Là, on le voit sur le côté à gauche, qui oscille... Alors, j'ai plus... non, je peux plus zoomer, tant pis. Entre 2% et 2,30%. Donc c'est vraiment très faible, hein. C'est vraiment de la lumière qui est bloquée. Et quand on dit lumière bloquée, c'est la lumière qui est bloquée par la planète quand elle passe devant l'étoile. Donc c'est ça qui est assez... Enfin, c'est l'atmosphère qui va... Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? J'avais une image, mais alors je la retrouve plus. Attendez. Ça c'est une image pour après. Voilà, là on peut montrer comme ça à la limite. Je sais pas si on peut vraiment le montrer comme ça, mais bon. En tout cas, voilà, vous voyez là, on peut voir... Là, une planète quand elle passe proche de l'étoile. Alors attendez, c'est pas la bonne image. J'arrive pas à bien le mettre en grand. Parce que là c'est pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Donc vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, d'accord? Et nous ce qu'on reçoit finalement, ce que reçoit le James Webb, c'est toute la lumière de l'ensemble en fait. Donc il reçoit toute la lumière, tout le flux lumineux de l'étoile. Et s'il y a une planète qui passe justement devant son étoile, finalement, l'atmosphère qui est autour de la planète se mélange avec celle de l'étoile. Enfin, dans la lumière en tout cas, elle passe devant la lumière de l'étoile. Donc ce qui fait que la lumière passe dans l'atmosphère de la planète, et à partir de là, si elle rencontre certains éléments, des éléments chimiques justement, enfin tout ce qui peut être dans l'atmosphère, on va dire de l'eau, là par exemple sur le spectre de tout à l'heure, c'était surtout de l'eau, il y a une partie en tout cas de la lumière qui va être absorbée. Alors ça c'est justement, on demandera plus à Vivien plus de détails, mais il y a une partie de la lumière qui est absorbée, donc ça c'est voilà, c'est de la mécanique vraiment, j'ai envie de dire si on va vraiment dans le fond du truc, on arrive même à de la quantique, mais bon. En tout cas voilà, c'est comme ça que ça marche, de la chimie, et enfin physique-chimie d'ailleurs. Et comme du coup cette lumière est bloquée, c'est ça que les astronomes en tout cas essaient de repérer. Ils essaient de voir, tiens là, il manque un petit peu il y a une petite partie qui a été bloquée, en tout cas on dirait, au niveau du spectre de l'eau. Parce que sur Terre, on sait que voilà, si on met telle lumière, normalement on devrait avoir ça, et là on voit qu'il manque un petit bout. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à se dire, bah, vu que ça a été bloqué à l'endroit où normalement ça correspond au spectre de l'eau, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Donc c'est comme ça qu'ils raisonnent. Alors je sais pas si c'est très clair, hein, désolé. J'essaie de faire ça un petit peu en impro total, on va dire, mais voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Et après, on va pouvoir aller dans plus de détails justement pour aussi avoir la lumière qui est sur l'étoile, enfin la température de surface. C'est à partir de ce genre de méthodologie en tout cas que tout se fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant on n'est pas du tout à voir vraiment les exoplanètes. C'est pas comme si on zoomait dessus, on zoome dessus, on essaie vraiment de regarder directement qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut pas vraiment faire ça comme ça. On peut pas aller sur place, prendre un petit relevé, un petit échantillon. Ce serait bien, hein, ça ils aimeraient bien les astronomes, mais ça ne marche pas comme ça. Donc bon. Mais bon voilà, justement tout ça on va pouvoir en discuter après. Il y a eu beaucoup de résultats très intéressants. Et ça c'était un des premiers, alors celui-là non, ça c'est un des tout récents qui vient d'être fait, donc ça on va en discuter avec Vivien, sur la planète TRAPPIST 1b. Donc TRAPPIST on en discutera aussi, mais c'est un système qui ressemble beaucoup à celui de la Terre, enfin c'est un petit système solaire on va dire, mais en échelle 1/10, c'est-à-dire que l'étoile est plus petite et tout est plus petit on va dire, donc c'est un peu comme le système KSP mais en version réelle quoi, c'est... Il y a peut-être une vraie Duna ou un truc comme ça dedans. On parlera aussi après du coup de 55 Ancré. Voilà, je mets juste un peu de côté les choses pour pas trop oublier. Alors ça d'ailleurs c'était aussi, voilà, pour montrer un peu à quoi ressemblait le James Webb. Donc, vous voyez un petit peu, il est derrière la Terre et la Lune. Là on voyait un petit peu la taille d'ailleurs, hein. La taille, ça c'est la taille d'une personne et le James Webb fait cette taille là. C'est vraiment très grand. Hein.
Ah, il va pas tarder à arriver. Ok. Alors, du coup, je lance le truc de pause, et comme ça, je rejoins avec Vivien, juste ensuite. Voilà. Donc, à tout de suite. Bienvenue, en tout cas, sur Twitch. Merci. Sur ce petit live, donc, pour discuter d'Exoplanet. Donc voilà, je te laisse te présenter à la limite. Donc j'avais dit astrophysicien à l'Observatoire Côte d'Azur, comme on peut voir sur la petite image. Voilà. Moi, je suis arrivé à l'Observatoire de la Côte d'Azur il y a 6 mois à peu près. J'étais à l'université d'Oxford juste avant. Et puis comme tout chercheur qui va, avant d'avoir un poste permanent, de contrat court en contrat court à travers le monde, je suis passé à Marseille, à Tucson, Arizona, à Santa Cruz, Californie, à Toulouse et à Nice, où j'avais fait ma thèse il y a une dizaine d'années. Voilà. D'accord. Donc voilà. Et donc là, ton occupation, on va dire, en termes de quel est le travail que tu fais au quotidien? Moi, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'à la fois, je donne des cours à l'université et je conduis ma recherche. Et donc, principalement, ce qui m'intéresse, c'est les atmosphères des exoplanètes. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien aujourd'hui. Voilà, d'essayer de comprendre ce qu'on peut observer dans ces atmosphères, qu'est-ce qu'on peut dire à partir des observations qu'on a, et quelles conclusions, qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement à partir de ces observations. Oui. On te dit que tu as des jolis endroits, tu as évité Melun et Düsseldorf. C'est vrai que c'est bon. J'ai fait mon master à Meudon. Ah oui, master Meudon, oui, c'est vrai. J'ai quand même passé. C'est pas le même temps qu'à Nice, effectivement, Meudon. Alors attendez, est-ce que si je bouge ça, c'est bon? La vidéo bouge pas, d'accord, très bien. Donc du coup, je sais pas, j'avais discuté donc un petit peu de l'article sur lequel tu m'avais aidé, en tout cas, avec les premiers résultats du James Webb, etc. Donc peut-être on peut faire un petit rappel. J'avais essayé de faire j'ai tenté en tant que journaliste scientifique de faire une définition de ce que c'est qu'un spectre, mais peut-être que ta définition à toi sera un peu plus précise. Donc si je peux montrer une image, par exemple, je vais remontrer, tiens, celle-ci. Alors déjà, on a plusieurs types de spectres quand on regarde des exoplanètes. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle un spectre en transmission, il me semble. Et tu caches l'axe des Y. Oui, ouais. Attends, on va se mettre directement en détouré, ça fera joli. Tac. Voilà, super. Voilà, donc ce qu'on regarde en gros dans ce spectre-là, et de nouveau il y a deux différents types de spectres. Donc dans les spectres en transmission, ce qu'on regarde c'est lorsque la planète passe devant son étoile. Donc évidemment toutes les planètes passent pas devant leur étoile, mais on connaît maintenant 5000 planètes différentes autour d'autres étoiles. Et donc on peut sélectionner celles dont le plan de l'orbite est parfaitement bien aligné pour que périodiquement la planète passe devant son étoile. Et évidemment, la planète va bloquer une partie de la lumière de l'étoile. Donc en gros, c'est l'ombre de la planète. Et donc ce qu'on mesure là, c'est la quantité de lumière bloquée. Donc en gros, c'est l'ombre de la planète sur l'étoile. Donc cette planète couvre à peu près 2% de la surface de l'étoile. Et on regarde ça en fonction de la couleur. Ouais, c'est l'étoile la source de lumière, là, exactement. Oui, voilà. Donc effectivement, il faut une très grande sensibilité, c'est-à-dire qu'il faut mesurer... Donc ce qu'on veut déjà, c'est mesurer ces 2% de chute de luminosité, mais ce qu'on va vouloir mesurer, c'est combien cette chute de luminosité dépend de la couleur. Et donc là, vous regardez, on est à 0,1%. Donc on veut réussir à vraiment avoir de la précision en deçà de 0,1%. Voilà, on voit que c'était comme je disais, entre 2 et 2,3%. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et donc pour comprendre ça, tu peux imaginer un système, alors c'est pas le cas sur cette planète, mais imagine une planète rocheuse, donc tu vois bien un caillou, c'est pas transparent, qui a autour de lui une atmosphère entièrement composée d'eau. Okay. Et l'eau, comme toutes les molécules, ça vient de la mécanique quantique, ça aime certains types de photons et ça aime pas d'autres types de photons. Oui, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, je parlais un peu, c'était la magie quantique derrière, mais je sais même pas quel phénomène. Est-ce que c'est vraiment un phénomène quantique ou est-ce qu'on peut dire que c'est chimique? Tout est lié. Non, c'est vraiment quantique, c'est-à-dire que les niveaux d'énergie des molécules et des atomes sont quantifiés. Alors si on était une molécule à 0 degré dans le vide absolu, elle pourrait absorber exactement une seule couleur. Il se trouve que les molécules dans une atmosphère ou n'importe où, elles bougent, donc elles ont une certaine vitesse. Et ça veut dire que si la molécule va vers le photon, elle va voir que le photon il est un peu plus bleu, parce qu'il y a un décalage Doppler. Oui, il y a un petit décalage. Si elle s'écarte, de la même manière, elle va le voir plus rouge, et donc ça permet aux molécules d'absorber des photons, pas exactement une couleur, mais une petite gamme de couleurs autour de celle-ci. Okay. D'accord.
Et donc finalement, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, si tu imagines ta planète rocheuse, ça, qui va te donner le 2,10%. Hein, le cœur rocheux va bloquer 2,10%. Mais par contre, l'atmosphère, dans les longueurs d'onde où l'eau absorbe, eh ben, tu vas voir une ombre plus grande. C'est ce qu'on voit, ça permet de monter ici à 2,15, 2,20%. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on se rappelle de comment c'était à la base, il y avait vraiment le côté, on a découvert les exoplanètes grâce à ce 2% de baisse de luminosité quand elles passaient devant l'étoile, et maintenant on en arrive à être vraiment dans les 0,20% qui permettent d'affiner un peu plus, en tout cas pour les spectres. En gros, il nous a fallu 10-20 ans pour gagner un facteur d'entre 10 et 100 dans la sensibilité, dans la précision de ce qu'on peut faire, et de passer de la détection de planètes à la caractérisation de leur atmosphère. Ah, il y avait une question sur est-ce qu'on doit compenser le redshift ou c'est pour des étoiles proches, il parlait. Alors, parce que c'est vrai que du coup, s'il y a déjà ce petit décalage dans l'atmosphère, mais ça peut-être que. Alors est-ce que ça joue? En fait, ici, dans le spectre qu'on voit ici, ça c'est le spectre James Webb, c'est à assez basse résolution. Donc à assez basse résolution, on ne voit pas les lignes. Si tu veux, ce qu'on voit là, c'est des bandes moléculaires. Et en fait, ces bandes, elles sont composées de milliers, voire de millions de lignes individuelles. Okay. Donc les lignes individuelles, oui, elles changent un petit peu avec la vitesse de l'étoile et de la planète. Et je vais y revenir dans un instant parce que ça nous permet de faire des super observations aussi. Mais quand tu regardes la bande moyenne, bah, finalement, tu t'en fiches si ça a bougé d'un pouillème à l'intérieur de la bande, ça donne la même moyenne. D'accord. Mais par contre, là où je dis que c'est intéressant, c'est qu'on fait aussi ce même genre d'observation depuis le sol avec des très très gros télescopes comme le VLT, donc des trucs qui sont plus gros que le James Webb. Et là, on arrive à séparer la lumière vraiment avec une résolution à peu près 1000 fois plus précise que ça, c'est-à-dire une résolution spectrale. Donc, et là, on peut voir les lignes individuelles. Et le fait qu'il y ait un redshift, comme tu le dis, à cause de l'étoile et de la planète, ça nous permet que les lignes de la planète, les lignes d'eau de la planète, elles ne soient pas au même endroit que les lignes d'eau de l'atmosphère. Et ça, c'est bien pratique parce que ça permet, en regardant à cette très haute résolution, de voir à travers l'atmosphère terrestre. Oui, d'accord. James Webb, lui, fait de la basse résolution. Là, il faut qu'on sorte de l'atmosphère, c'est pour ça qu'il est dans l'espace. Mais c'est l'histoire de redshift, c'est super intéressant pour justement pour avoir depuis le sol. Oui, d'accord. Et donc là, voilà, c'était juste un des spectres. Je sais pas si on avait parlé de celui-là la dernière fois qu'on avait fait interview, c'est celui de WASP 39b en tout cas. Ça, donc c'était une Jupiter shot, c'est ça, hein. Donc ça, c'est un des spectres de WASP 39b. WASP 39b, c'est une planète de la taille de Saturne environ qui fait à peu près 1000-1200 Kelvin, donc plutôt chaud. Elle était vraiment intéressante cette planète parce qu'avant on avait des données de Hubble. Alors Hubble, on peut regarder sur le graphe qui est ici, ça allait de 1,2 à 1,8 microns. 1, combien c'était? 1,2 à peu près à 1,8. Oui, voilà. Donc on aurait vu que la partie. Voilà, tu voyais en gros à peu près une bande de l'eau, une bosse et demie. Ouais, voilà. Et quand il n'y a rien d'autre au final, parce que là on voit qu'il n'y a rien. Enfin, on n'a pas du tout le potassium, tout ce qui est autour, on le voit pas du tout, quoi. Pas ce qui est autour. Et surtout, quand tu n'as qu'une bande et demie, en fait, tu as beaucoup de manières d'interpréter ce que tu vois. Et donc, c'était assez intéressant, cette planète. C'est-à-dire que selon les personnes à qui tu demandais, on variait d'un facteur environ 1000 dans la quantité d'eau qu'on pensait qu'il y a eu dans cette atmosphère. C'est-à-dire que personne n'arrivait à se mettre d'accord. Donc, en gros, ça voulait dire que la donnée n'était pas assez précise. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, pour la première planète qu'on va regarder avec James Webb, eh ben, on va essayer celle-là, une planète sur laquelle personne n'est d'accord. Comme ça, au moins, on aura des meilleures données. Et ce qui tombe bien, grâce à ces là, on a vu beaucoup plus. Se mettre d'accord. C'est quand même mieux. C'est sûr. Alors, il y a une petite question d'abord de Splagada, comme je vais la prendre, mais pour rappeler sur les 2% d'absorption, ça suppose de résoudre l'étoile, il demande, ou est-ce que c'était en luminosité de l'étoile comme un point, en fait? Voilà, donc en fait, pour ces observations-là, donc toutes les planètes qui sont très proches, dès que tu entends quelque chose chaud, Jupiter chaud, Neptune chaud, etc., c'est des planètes qui sont tellement proches de leur étoile qu'on n'a aucune chance de les séparer. Oui. Donc, au lieu de les séparer comme... il y a d'autres planètes qu'on appelle souvent des planètes jeunes, on en parlera après, comme VHS, là, qu'on peut séparer, mais celle-ci, clairement, on ne peut pas. Et donc, on utilise un truc, c'est-à-dire qu'au lieu de les séparer spatialement, on va les séparer temporellement. C'est pour ça qu'on utilise cette histoire de transit. Oui. On voit quand la planète passe devant son étoile, nous, on voit pas le transit, d'ailleurs, c'est vrai que j'essaie d'être assez grand public, mais c'est vrai que le transit, c'est quand ça passe devant son étoile. Voilà, et donc on voit que la lumière de l'étoile devient plus faible. Tiens, il y a une planète qui est passée là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'était vraiment ça, la méthode de détection. Mais donc oui, on essaie vraiment d'avoir... Est-ce qu'on a besoin d'une très grande résolution de l'étoile quand même ou pas? Non, ça va, alors pas trop besoin...
Alors non, l'étoile, on la résout pas du tout. Oui, c'est juste la lumière en fait. Alors la mesure dure des années, non, parce que justement, on a eu beaucoup de chance, et je suis content, c'est pour ça que mon domaine existe. Oui. C'est-à-dire que, et ça, c'était une petite révolution dans les idées de formation planétaire. Parce que pour te donner une idée, au début, tous les modèles de formation planétaire, et à Nice, il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Nice d'ailleurs, qui explique la formation du système solaire. Tous les modèles de formation planétaire, ils avaient comme base le système solaire. Et donc, ils essayaient tous de faire en sorte de fabriquer un système avec des planètes rocheuses proches de l'étoile, des planètes gazeuses loin de l'étoile. Et finalement, tous les modèles avaient trouvé de très bonnes raisons pour que on ait plus proche de l'étoile des planètes rocheuses, plus loin de l'étoile des planètes gazeuses. Et donc, des planètes comme le système solaire, on n'en a pas trouvé encore. C'est trop dur. Oui. Okay. Par contre, il y avait des personnes un peu qui en fait, pendant un temps, cherchaient autre chose. Ils cherchaient des étoiles binaires. Donc, ils regardaient plein d'étoiles pour essayer de voir des étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre. Et ils tombent sur un signal, à un moment, en 95, qui est assez bizarre, qui met un peu de temps à interpréter. Et ils disent, ça, c'est marrant quand même. C'est une planète de la taille de Jupiter, mais elle est 10 fois plus proche que Mercure de son étoile. Oui. Et donc, elle fait le tour de son étoile en 5 jours. Donc 5 jours, c'est ça qui est assez fou à imaginer, ouais. C'est sûr que là on s'y attendait pas, quoi. Et donc, moi j'étais un peu jeune, j'avais à peine 6 ans en 95, donc je m'en savais. Mais en tout cas, j'imagine que ça a dû être un choc par rapport à toutes les théories qu'il y avait à l'époque. Voilà, c'était complètement inattendu. Ça nous a fait. Alors, déjà, ça a mis un peu de temps à être accepté. Au départ, on a dit, mais non, c'est des erreurs d'instruments, mais non, voilà, il y a plein d'arguments un peu fallacieux pour dire que c'était pas vrai. Mais en fait, c'est vrai, voilà, ces machins-là existent. C'est ce qu'on appelle les Jupiter chauds. Et donc, ça a eu deux effets vraiment importants. Le premier, c'est on a dû revoir notre copie sur un modèle de formation planétaire. On a compris, par exemple, que les planètes se formaient pas forcément là où elles sont maintenant. C'est-à-dire qu'elles se forment, mais elles bougent ensuite. Et elles bougent, en particulier, au début, elles se forment dans un disque, et les interactions avec le disque peuvent les faire bouger. On pense que Jupiter, par exemple, s'est déplacé quasiment jusqu'à l'orbite de Mars. Voilà. C'est ça qui est fou. Alors, ça, c'est la théorie actuelle, en tout cas. Enfin, une des théories, vu que c'est encore un peu aussi. Exactement. Une des théories actuelles, c'est que Jupiter se serait déplacé comme les Jupiters chauds jusqu'à l'orbite de Mars, et elle serait repartie en arrière pour nous laisser gentiment vivre notre vie sur la Terre. Sinon, on aurait fini dans le Soleil. Alors, je crois que d'ailleurs, tu m'avais dit quand on avait parlé la première fois que c'était à cause de Saturne, peut-être. Voilà. L'influence de Saturne qui aurait pu réattirer peut-être Jupiter derrière, enfin, plus loin en tout cas. Donc, l'idée qui marche bien en ce moment, c'est que Jupiter se forme, se rapproche jusqu'à l'orbite de Mars, Saturne se forme un petit peu plus tard, migre aussi, la rattrape, et l'interaction entre les deux ramène tout le monde en arrière, et on est sauvé. Ouais. Donc forcément. Et on est sauvé, en tout cas on existe, quoi. Mais oui, c'est sûr que sinon, parce que sinon ça aurait pu aussi perturber, j'imagine, voire éjecter la Terre et Mars. Ah ça nous aurait envoyé dans le Soleil. Oui, dans le Soleil, carrément. Donc tant mieux, alors merci Saturne. Pour l'instant, on ne voit pas de planète terrestre autour. Le fait que le Jupiter chaud se déplace depuis très loin jusqu'à très proche comme ça, il envoie tout valser dans le Soleil. Oui, Donc, il y avait des petites remarques, il y avait Neguchi qui disait, pas le temps de niaiser, effectivement, ça a été rapide, la planète à 5 jours. Et par contre, c'est Spagada qui disait que c'était il demandait donc la majorité des planètes découvertes sont des planètes plutôt super rapides autour de leur étoile. Et ça biaise pas un peu les résultats, et c'était la question que je voulais poser aussi, mais c'est vrai qu'on dirait qu'on est revenu. On avait un biais tout d'abord au tout début qui était plutôt pro-système solaire. On imaginait qu'on avait trouvé des systèmes solaires comme le nôtre. Et maintenant, en fait, on trouve tellement plus facilement des planètes autour de leur étoile, des Jupiter chaudes, que ça nous biaise peut-être dans l'autre sens. Enfin, je sais pas du coup. Donc oui, parfaitement. Mais on en est conscient et du coup, on essaie de biaiser. Voilà. En particulier, il y a eu un gros effort, c'était ce télescope Kepler. Parce que le problème, c'est qu'on est biaisé parce qu'on faisait des mesures étoile par étoile à un certain moment. Donc, si on voyait quelque chose, on y restait et du coup, on finissait de trouver le truc. Si on voyait rien, on passait à autre chose. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, c'est juste qu'on ne voyait pas. Quoi, mais... Voilà, quand c'est quelque chose qui va vite. Donc, pour débiaiser ça, et typiquement pour trouver des planètes Terre autour d'étoiles solaires, on est... Qu'est-ce que je voulais dire ? On a lancé Kepler, et Kepler, c'était vraiment l'idée de faire un truc complètement non biaisé. C'est-à-dire, on prend une région du ciel, et on la regarde pendant 3 ans. Oui, d'accord. On ne bouge pas, on la regarde pendant 3 ans, et on trouve tout ce qui passe. Et donc là, on a toujours un biais, parce que les planètes qui mettent plus de 3 ans à faire le tour de leur étoile, on ne les aura pas trouvées, mais on a quand même un biais beaucoup moins grand, parce qu'on ne sélectionne rien, on regarde vraiment tout.
Et donc, Ouais. effectivement, ça nous a permis de faire des études de population et de se rendre compte que les Jupiter chauds, en fait, même si on en a plein, en fait, elles sont très rares. Elles sont juste plus faciles à trouver. Oui, d'accord. Donc là maintenant on sait que voilà, c'est quand même un truc qu'on a trouvé plus facilement, mais voilà, peut-être que là on en arrive presque au bout, presque j'ai envie de dire, enfin, il y en aura toujours sans doute des milliards, mais... Il y a des chances qu'on En ait tout cas. trouvé toutes les Jupiter chauds qui sont proches et qui transitent et qu'on peut regarder leur atmosphère. Oui, voilà. Et Alors là, d'ailleurs, le transit aussi, il faut que ce soit bien aligné avec nous aussi. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais... voilà, le transit, il faut que ce soit bien aligné. Alors ça ne biaise pas parce que l'orientation des systèmes est au hasard. Oui. Une orientation particulière par rapport à la galaxie, par exemple. Hmm. Donc on sélectionne juste, ça nous réduit juste le nombre de cibles qu'on peut regarder. Oui. En fait, ça réduit la population globale qu'on va voir, mais c'est juste qu'on suppose en tout cas que c'est réparti de la même manière, comme ça, Alors ça dans nous, toutes les directions peut-être. ça nous biaise un petit peu parce que plus une planète est loin, moins elle a de chances de faire un transit. Oui. Donc ça veut Ouais. dire qu'on a beaucoup de Jupiter chauds qui transitent, mais par contre des planètes type terrestre, Oui. la probabilité de transit devient beaucoup plus faible. Oui. Et d'ailleurs, j'avais de ce qu'on m'avait dit avec, je sais plus si c'était avec toi, avec d'autres scientifiques en tout cas, mais qui disaient que si on pouvait voir à la même distance, par exemple, on regarde beaucoup à 40 années-lumière sur certaines exoplanètes, on verrait même pas, même Jupiter, on aurait un peu de mal quoi, à la voir autour d'un soleil. Donc, juste pour se rendre compte on est loin de voir en tout cas une planète comme la Terre de cette façon-là, quoi. Exactement, on y travaille. Hein. C'est quand même le but dans les 20 années prochaines, c'est de réussir à trouver et caractériser l'atmosphère de Terre dans la zone habitable autour d'étoiles type solaire. Oui. Donc, on y travaille, c'est pas l'objectif. facile, mais on y travaille. Alors Splagada toujours qui posait des petites questions aussi, en tout cas il fait une remarque, il disait comment ne pas être fan de SF dans ton métier, tu dois être un dieu à No Man's Sky. Alors, je sais pas si tu connais. Je ne me suis pas encore mis No Man's Sky malheureusement, c'est sorti... C'est sorti après le temps où j'avais le temps de faire des jeux vidéo. C'est sûr. Malheureusement. C'est un truc ça. Il y en a qui disent Stellaris, c'est mieux encore. Bon, ça, il faut encore plus de temps pour Stellaris. Et du coup, j'ai répondu à la question, je pense, de Spagada, une planète comme la Terre, bon, je pense qu'on la découvrirait pas dans un système proche, ou peut-être vraiment très proche, alors, mais là, ce serait... Si on a de la chance, possiblement, mais il va falloir attendre finalement la prochaine génération de télescopes. Donc, on est en train de prévoir un truc qui s'appelle l'UVOIR, ou l'UVEX, c'est un peu réduit, qui va faire... Donc, James Webb, il fait 6 mètres, et je le vois, je crois que le design actuel, c'est 12 mètres. 12 mètres, oui. Donc voilà, c'est l'astronomie. Si tu veux voir des trucs. Il avait changé de nom, oui, mais alors, je me souviens plus. Alors l'Ouvoir, par contre, si je cherche rapidement. Il a plus vraiment parce qu'il y avait il y avait deux télescopes en compétition, l'UVOIR et ABEX. Ils ont fait un mix des deux. C'est l'Ouvoir, voilà. Il n'a pas encore de vrai nouveau. Voilà. Et ce serait sur une base qui ressemblerait, pour l'instant, les travaux, ça reprendra un petit peu le déploiement du James Webb, c'est ça? Exactement. Pour l'instant, ça a été sélectionné, quelque chose comme ça, pas exactement celui-là, mais quelque chose comme ça, un petit peu plus petit. Je pense que la réussite de James Webb, ça a donné un coup de boost. Oui, forcément. On voit que ça marche. Oui, parce que c'est vrai que si ça avait été un échec, le déploiement, on tenterait pas de faire un truc encore plus cher et plus complexe. Ça aurait fait un coup d'arrêt sur la chose. C'est sûr. Il y avait une autre question, alors Guy aussi qui disait, il parlait Elite Dangerous aussi, c'est vrai, c'est peut-être plus réaliste. Bon, là on est dans les jeux vidéo, mais après on est sur Twitch, on joue beaucoup. Même si moi j'ai pas trop joué à Elite Dangerous, c'est pareil que oui, effectivement il doit être pas mal. Au moins tu as toutes les vraies étoiles de la Voie lactée, d'accord. Les plus de 400 milliards, 400 milliards ça fait beaucoup quand même, effectivement, dans un jeu. Ouais. Ça aurait tué Ariane aussi, ouais, je le dis rapidement, mais effectivement ça aurait... Ah oui, ça aurait été un petit problème. Et on trouve des planètes sur quel pourcentage des étoiles observées? Ah, ça c'est une bonne question. Eh ben, alors on trouve pas de planètes autour de toutes les étoiles qu'on observe, mais comme on arrive à débiaiser un peu ce qu'on a, on s'est rendu compte avec Kepler justement que pour une étoile, c'est facile de fabriquer une planète. Donc normalement, ça vient dans le même package. Ouais. À peu près toutes les étoiles ont des planètes autour d'elles. D'accord. Disons plus de la moitié des étoiles ont des planètes autour d'elles, dont des planètes rocheuses dans la zone habitable. C'est facile, voilà, c'est quelque chose qui finalement est facile à faire. Ouais, d'accord. Alors tiens, je voulais faire un petit sondage sur un truc. Je voulais reparler sur un autre spectre, tant que tu étais là aussi. Oui, bien sûr. On en avait discuté aussi. C'était celui de WASP-39b. C'est combien de temps Oui, c'est un autre là, du coup, celui-là, il est plus complexe.
Voilà, donc WAS C'était 39, celui en fait, plus. on a vu avec 4 instruments différents. On s'est dit, bon, allez, James Webb, c'est le début, on va tout tester. En particulier pour vérifier que ce qu'on on voit bien, que tout marche bien, quoi. Et donc, on a vu vraiment cette chose-là. Donc, c'est le grand pic que tu vois à 4 microns. Oui. Donc, si tu veux, si tu regardes ce spectre, tu vois tous les petits bumps comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça, c'est l'eau, la plupart. Oui. Et tout d'un coup, tu en vois un qui est vraiment différent des autres. Il est beaucoup plus étroit, il est beaucoup plus piqué. Et donc ça, c'est le dioxyde de carbone. Donc c'est la première fois qu'on voyait du dioxyde de carbone dans une atmosphère d'exoplanète. Parce que jusqu'à maintenant, nous, on était confinés entre 1 et 2 microns avec Hubble, et du coup, on n'avait accès que aux bandes de l'eau. Donc ça, c'est vraiment un nouveau truc vraiment super d'avoir accès à cette molécule. Parce que ça, oui, là, comme on voit en bas, alors on cache un petit peu avec nos têtes là, mais attends. Voilà, je peux baisser, t'inquiète. Mais on voit que voilà, on va jusqu'à 5 microns, donc là, oui, on est vraiment, comme on rappelait sur Hubble, ça aurait été que sur l'eau. Donc là, on a découvert beaucoup de choses. Et donc ça, par contre, alors, où est-ce que ça en est, cette histoire? Il y avait la surprise un peu de trouver le soufre aussi. Ouais, alors on voit le tout petit blip, tu vois, tu donnes aux scientifiques un magnifique spectre avec des très beaux trucs, et puis ils vont se passionner pour les 3 petits points. Là, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on voit la courbe, et puis au final, en fait, je voyais que dans les scientifiques, c'était plutôt, ils parlaient que du soufre, genre, c'est ça qui est intéressant sur tout ça. Disons que c'était, on s'y attendait pas vraiment. Certaines personnes l'avaient prédit, mais c'était pas trop mainstream, on va dire. Parce que c'est dû à un processus qui est un peu compliqué à modéliser, c'est de la photochimie, c'est-à-dire c'est l'interaction entre les rayons UV et l'atmosphère, c'est ce qui fait l'ozone chez nous, sur Terre. Voilà, ouais. Sur Terre, les rayons UV détruisent l'oxygène qui fabrique de l'ozone. Et donc là, en fait, tu dois détruire de l'eau pour que les atomes d'oxygène soient libérés et puissent se connecter au soufre. Voilà, donc c'est de la photochimie, oui, c'était vraiment surprise, parce que ça veut dire qu'on a accès à ces atomes de soufre et qu'on va pouvoir mesurer leur abondance, par exemple, savoir combien il y a. Et ça peut être intéressant. Ça, c'était avec Brice-Olivier Demory, je crois, qui m'en avait parlé un peu. Il me dit, pour l'article sur l'espace, je repensais à ça, mais qui disait que c'était intéressant aussi pour des recherches de vie aussi, parce qu'apparemment, enfin voilà, la présence de soufre, ça a un intérêt pour beaucoup de composés organiques, etc. Donc, il n'y a pas que justement le carbone. Non, exactement. Il faut changer un peu. Ça montre que là, on fait ça de nouveau. Là, on fait ça sur des Jupiters chauds. Alors, il y a un intérêt en soi, c'est-à-dire qu'on parlait de ces processus de formation, ces planètes qui bougent, mais on ne les voit pas bouger, on voit juste où elles sont maintenant. Mais par contre, selon où elles se sont formées, elles ne vont pas avoir pris la même quantité d'oxygène, de carbone, de soufre, parce que ces éléments vont être soit sous forme gazeuse si elles se forment très proches, soit sous forme solide au moment de la formation si elles se forment très loin. Donc en mesurant tous ces éléments, on peut réussir à savoir où la planète s'est formée, et du coup prouver qu'elle a effectivement migré, qu'elle s'est déplacée. D'accord. C'est où elle s'est formée. Ça, c'est intéressant aussi, ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant en soi. Et évidemment aussi, on s'entraîne pour le futur, le jour où on trouvera une planète terrestre et on voudra savoir s'il y a de la vie dessus. Ce sera exactement la même technique qu'on utilisera. D'accord. Alors, je relisais un petit peu, il y avait quelqu'un qui disait ces chiffres sont vraiment astronomiques. Attends, je t'en mets ton bon fond d'écran solaire. Voilà. Alors, quelqu'un qui disait, j'avais pas eu le temps de lire, il y avait une histoire, il y a 1 an ou 2, sur une hypothèse de sphère de Dyson. Ah oui, on ne savait pas trop comprendre l'observation comme une structure autour d'une étoile, ça te parle? Alors ça, c'est un peu SF du coup, mais... Ça, ça avait fait pas mal de bruit, oui. Donc sphère de Dyson, c'est un mécanisme, je crois, j'essaie de résumer un peu, mais c'est un concept de SF où on imagine une civilisation très avancée qui construirait en gros plein de... C'est quoi, c'est des panneaux solaires autour de son étoile ou... Disons, c'est l'étape ultime, si tu as envie, si tu as vraiment besoin de beaucoup d'énergie. Oui. Et tu vas essayer de capter toute l'énergie que l'étoile te produit. Oui. Et donc pour ça, il faut... Parce que là, c'est vrai qu'on perd toute l'énergie du soleil qui part que sur nous, quoi. Donc... Et donc pour ça, il faut construire un truc assez dingue, c'est-à-dire ce qu'on appelle une sphère de Dyson qui va enfermer le soleil, parce que dans ce cas-là, tu peux récupérer toute l'énergie. Oui. Alors, ce qui avait vu, c'était Tabeia Star. Voilà, c'est une étoile qui a un comportement assez étrange, c'est-à-dire qu'elle a des variations, des variations de sa luminosité assez fortes et pas très régulières, sauf sur une période très très longue. Et donc, voilà, il y a des gens qui avaient dit, on peut essayer d'interpréter ça en disant que c'est des constructions humaines qui tournent autour de l'étoile et
que du coup, un jour, elle sera complètement enfermée. Bon, évidemment, c'est comme tout en science, tu peux toujours trouver une hypothèse farfelue qui vont reproduire tes données. Mais heureusement, on a ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, en anglais, Occam's razor. C'est-à-dire que... Ça, je te laisse faire, je te laisse résumer. Entre plusieurs hypothèses qui peuvent représenter les données aussi bien l'une que l'autre, on va généralement choisir celle qui demande le moins d'efforts. Oui, parce que là, c'est un peu compliqué de se dire tout de suite, c'est des aliens. Ça devrait être toujours le dernier scénario, quoi. Et donc, on a trouvé d'autres hypothèses qu'il y a un disque de débris au-dessus de cette étoile, ce qui est commun. Il y a beaucoup d'étoiles avec des disques de débris, et il se trouve que le disque est bien orienté pour qu'il y ait des trucs qui passent devant régulièrement. Donc ça avait été prouvé finalement, que ça avait été un disque de débris. Alors j'imagine par influence gravitationnelle peut-être, ils peuvent savoir que... Est-ce que c'était juste des nuages de gaz finalement? C'était définitivement réglé. Je sais qu'il y a des gens qui avaient regardé dans l'infrarouge aussi, parce que selon que tu as une structure qui est parfaitement rigide, une sphère de Dyson par exemple, ça va faire les mêmes variations de luminosité à toutes les longueurs d'onde. Oui. Parce qu'en gros, c'est un truc opaque. Par contre, si c'est un disque de débris, dans l'infrarouge, il va être plus transparent que dans l'optique. Oui. Donc en comparant les deux, tu vas pouvoir, par exemple, séparer ces deux scénarios. Donc je suis désolé, je ne sais pas exactement l'état de la chose. Après, de toute façon, c'est plus exactement les atmosphères pour le coup, mais c'était plus une question bonus. Mais c'est vrai que, comme disait Neguchi, il y a aussi un jeu dessus qui s'appelle Dyson Sphere Program, où je crois que c'est l'objectif ultime du jeu de faire ça, justement. Bah oui. Et j'avais pas eu le temps de lire une remarque de Gibbs Star Tracker qui disait que les planètes sont juste un sous-produit basique des étoiles. On est comme les petites vis et bâtonnets qui restent toujours à la fin d'un meuble Ikea. Que tu gardes... Je suis d'accord. C'est une jolie métaphore. Je la garde pour un article, on sait jamais. Les sous-produits, c'est un peu bizarre des sous-produits basiques. On a un sous-produit Ikea, les restes des meubles Ikea. Et pour la bande de fréquence, alors une question de Splagada. Quelle serait la bande optimale si on cherchait la vie? Alors, c'est une question peut-être un peu trop large, peut-être. Ou le proche infrarouge du JWST est suffisant? Il y a beaucoup de questions, effectivement, mais c'est bien. Donc, c'est jamais très évident, parce que ça dépend beaucoup déjà de comment est-ce qu'on va déterminer qu'il y a de la vie quelque part à travers les atmosphères. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait sur qu'est-ce que c'est une biosignature et qu'est-ce qu'on devrait regarder. Donc, une des idées, c'est de regarder la bande de l'oxygène, par exemple. Il y a des gens qui disent l'oxygène et l'ozone. Si tu en as dans l'atmosphère, c'est quand même un signe que quelque chose produit de l'oxygène. Et ça, c'est dans le domaine optique. Oui. C'est le but de l'UVOIR, par exemple. L'UVOIR, il va regarder la lumière réfléchie des planètes type terrestre autour d'étoiles G. C'est vraiment pas facile à faire. Et l'étoile G, du coup, pour résumer, ce serait quoi par rapport c'est le Soleil. C'est comme le Soleil, voilà, c'est ça. En fait, on a les étoiles, ça va de les plus chaudes, c'est les étoiles O. Et les plus froides, c'est les étoiles M. Voilà. Autour des étoiles O, oublie. Oui. Déjà net. Elle vit très peu longtemps. Les étoiles O, elles explosent très vite. Elles sont beaucoup trop chaudes. Enfin, c'est un plein d'enfer. Oui. Les étoiles G. Après, on dit ça maintenant. Peut-être qu'il y a de la vie quand même autour et qu'on se... Mais bon. Les étoiles G, on sait que ça a marché, donc ça c'est pratique. Donc voilà, l'argument de le voir, c'est de dire, écoutez, il faut regarder le type d'étoile autour duquel on sait que la vie est déjà apparue une fois. Tu as aussi des étoiles type M, il y a beaucoup de gens qui regardent ça, par exemple le TRAPPIST, on peut en reparler, parce qu'il y a eu des résultats. C'est un système autour d'une étoile M, et l'étoile M, il y a deux trucs qui sont super intéressants, c'est qu'elles sont plus petites, vraiment plus petites, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles M qui sont un poil plus grandes que Jupiter à peine, c'est vraiment des petites étoiles. Et du coup, c'est une naine brune du coup aussi, on peut appeler ça comme ça un peu. Quand une planète type de la Terre passe devant, ça ne fait pas 1%, ça fait 20%. Oui. Et donc, typiquement TRAPPIST, voilà, c'est pour ça que c'était un système très intéressant aussi. C'est plus petit, je disais, c'était échelle 1/10, c'est ça à peu près. Si on dit, Et la deuxième chose, c'est qu'il y en a plein. La majorité des étoiles, c'est ces étoiles M. Toutes les étoiles les plus proches de nous, finalement, c'est des étoiles M. Oui. Mais le vrai problème... et la dernière chose, c'est que comme elles sont plus froides, la zone habitable, donc la zone où la température est bonne pour avoir de la vie, ou du moins la température est bonne pour avoir de l'eau liquide, elle n'est pas si loin. C'est-à-dire nous, on met 1 an autour d'une étoile, TRAPPIST 1E qui est dans sa zone habitable, elle met 10 jours. Donc on peut la voir passer tous les 10 jours, c'est quand même plus pratique. Oui, voilà. Mais il y avait un grand problème sur ces étoiles M, c'est qu'elles sont turbulentes. C'est-à-dire que alors c'est ça justement, voilà, c'est pour ça que la TRAPPIST 1B, ça a l'air plutôt,
ça apporte C'est ça. des éléments en tout cas. Donc du c'est coup, turbulent parce que voilà, pourquoi elles sont turbulentes, c'est elles ont une activité Alors, trop forte. voilà, c'est des étoiles qui tournent très vite au début de leur vie et qui ont une énorme activité stellaire, c'est-à-dire des explosions 1000 fois plus grosses que ce que fait le Soleil. Oui. Donc, Et comme les étoiles sont plus près de leur étoile, enfin les planètes sont plus près en plus. les planètes sont plus près et donc c'est assez violent. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas si une planète autour de l'étoile... On ne savait pas jusqu'à maintenant. C'est une planète autour de l'étoile M qui gardait son atmosphère. Ou si l'activité stellaire est tellement forte, ça va juste souffler tous les gaz et faire échapper toute l'atmosphère. Du coup, on a juste des cailloux sans atmosphère. Quand on dit ça, d'ailleurs, on parle d'un processus qui serait très rapide ou c'est vraiment, ça éjecte petit à petit sur vraiment des milliards d'années? Oh, ça éjecte sur des centaines de millions d'années. Centaines de millions d'années, oui, quand même. C'est un Et peu petit à petit, donc, c'est-à-dire que l'air serait de plus en plus... voilà, à chaque éruption, tu retires des trucs en permanence et du coup, au bout d'un moment, s'il n'y a plus rien, Mars, son atmosphère s'échappe en permanence parce qu'elle n'est pas, pas très massive, par exemple. Oui. Et sans bouclettes magnétiques aussi, je crois que ça permettait de moins protéger aussi. Exactement. Savoir si c'est magnétique ou pas. Mais du coup... Donc voilà, une des idées qu'on a eues, c'était de regarder la plus proche de ces planètes dans le système TRAPPIST 1b. Et au lieu de la regarder en transit comme on vient de voir, on a une autre manière de faire des spectres, c'est de regarder l'éclipse. Oui, voilà. Ça, je vais montrer un petit peu tout à l'heure, je crois que j'ai le fichier qui avait été mis avec l'annonce. Tu me diras si c'est bien celui-là. Ça doit être ça. Ouais, voilà, en gros. En gros, c'est ça. Très bien. Parfait. Et donc, en fait, ça peut être bizarre. C'est-à-dire qu'on va essayer d'observer la planète quand elle est cachée par son étoile. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Oui, là, c'est encore derrière. Pourquoi on fait ça? Eh ben, l'idée, c'est que normalement, on ne peut pas séparer l'étoile de la planète. Ça, c'est pas possible, comme on l'a dit. Du coup, il faut être rusé. Donc, ce qu'on voit en permanence, normalement, c'est la lumière de l'étoile plus la lumière de la planète. Sauf quand la planète passe derrière son étoile, là, on voit plus que l'étoile. Oui. Et donc, la différence entre les deux, c'est la lumière de la planète. Donc, en fait, on regarde la lumière juste avant et juste après que la planète passe derrière son étoile. On compare ça pendant que la planète est derrière son étoile, et hop, on arrive à récupérer la lumière de la planète. Et donc là, ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer dans l'infrarouge à 15 microns, vraiment l'infrarouge un peu plus lointain. Et pourquoi on fait ça? À cause du corps noir. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la loi du corps noir. Je fais un rappel, moi je me souviens ainsi de... mais bon, après j'ai un master physique, alors bon, ça, je me suis un peu, mais... Donc, le corps noir, c'est cette idée finalement que n'importe qui émet de la lumière. On émet tous de la lumière. C'est quand même bizarre d'appeler ça comme ça avec le corps noir pour parler de tout le monde qui émet de la lumière, c'est quand même pas très clair, j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots. Et donc, c'est comme ça que ça marche, les caméras infrarouges pour voir dans le noir, en gros. Les trucs des militaires pour aller... voilà. Et du coup, plus t'es chaud, plus t'émets de lumière. Oui. Okay, et plus t'es chaud... C'est ce que dit Neguchi, donc c'est la température est liée au spectre émis, quoi. Il y a vraiment un côté... Donc à la fois, plus t'es chaud, plus t'émets de lumière, et plus t'émets de lumière dans le spectre optique. C'est pour ça que les étoiles comme TRAPPIST M, qui sont un peu froides, elles sont rouges. Les étoiles O, qui sont beaucoup plus chaudes, elles sont bleues. Oui. Plus t'es chaud, plus t'es bleu. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est de regarder la lumière émise par la planète et du coup d'en déterminer sa température. Mais pas n'importe quelle température. La température du côté jour de la planète. Puisque au moment où elle passe derrière nous, ce qu'on voit, c'est le côté jour, pas le côté nuit. Logique. Et il se trouve que quand tu sais à quelle distance est une planète de son étoile, tu sais la température qu'il est censé faire. Ça, c'est facile. Et si il y a une atmosphère qui emmène de l'énergie du côté jour au côté nuit, la température côté jour, elle sera forcément un peu plus faible. Au contraire. Alors ça, il va falloir en parler doucement parce que ça, je me souviens que j'avais mis du temps aussi à comprendre. Parce que là, il faut imaginer, si on résume le truc, on imagine quoi là? On imagine la planète qui orbite autour de son étoile. Voilà. Donc quand elle passe devant l'étoile, par exemple, est-ce qu'on a accès au côté nuit alors, vu qu'elle est côté... Devant l'étoile, on peut avoir accès au côté nuit, exactement. Voilà. Quand elle est devant, on a accès au côté nuit. Mais le côté jour, on l'a quand? Alors pile au moment où elle commence à passer derrière? Voilà, le côté jour, on l'a accès juste avant, la moyenne entre juste avant qu'elle passe derrière et juste après qu'elle soit réapparue. Comparé à quand elle est derrière.
Donc là, c'est un peu ce qu'on voit là. Alors, c'est vraiment au moment où elle est en train de passer. On voit les deux côtés finalement quand elle est vraiment proche. Exactement, mais ça tourne pas tant que ça. Ça tourne de 5 degrés entre les deux. Ouais, d'accord. Après, tu vois vraiment quand même le côté jour. Oui. À ce moment-là. Et d'ailleurs, là, on a quoi? On a effectivement c'est la luminosité qu'on a sur le. C'est ça, la luminosité. Donc tu vois, il y a un peu de bruit, donc ça monte, ça descend. Tac, tac, tac. Ouais. Donc, en fait, les vrais points, c'est les points gris qui sont derrière. Ça, c'est les vraies observations. Il y a beaucoup de bruit. Mais quand tu pines, donc quand tu fais une moyenne des points, et ben tu vois. Ah oui. Ça, c'est toujours drôle de voir le. Parce que nous, quand on faisait ça au lycée, j'ai l'impression que c'était mal vu de faire je fais la courbe que je veux, mais bon, là, c'est plus précis que ça, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on regarde, là, il y a quand même des points qui vont un peu partout. Pourquoi est-ce que ceux-là, alors, ça correspond à quoi? Ceux qui sont. Alors, il y en a quand même beaucoup qui sont assez hauts. Deux choses. Ça correspond au défaut de l'instrument. Parce que James Webb, même s'il est très bien, il n'est pas parfait. Oui, là, on parle de choses. On lui donne 1 et puis il va sortir 1,1 ou 0,9. Un peu au hasard. Comme quand tu prends ton appareil photo et tu essayes de faire une photo quand il fait très sombre. Là, tu as plein de bruit sur ta photo. C'est exactement ça. C'est un peu tout le bruit, ouais. Donc c'est pour ça. Et aussi, l'étoile elle-même, elle change de luminosité. Elle a des taches, elle tourne, elle fait des éruptions. Et tu peux avoir des changements qui sont aussi dus à l'étoile. Ce qu'on disait aussi, oui, c'est vrai que l'étoile, en fait, elle est pas homogène non plus. On n'est pas sûr non plus de savoir si l'étoile, il n'y a pas des endroits un petit peu plus chauds que d'autres. Enfin voilà, Exactement. Il faudrait qu'on ait, on n'a pas un modèle précis sur toutes les étoiles qu'on observe en fait. Donc du coup. Non. Et puis le problème, c'est que ça change. Tu vois, le Soleil, il y a un cycle d'activité de 11 ans. C'est vrai. Donc, t'as beau avoir un modèle du Soleil, au moment où tu l'observes, ça va pas forcément correspondre. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est complexe, ouais. Mais donc là, on en arrive avec ça. Alors, comment est-ce qu'on a tracé la courbe rouge finalement? C'est avec des modèles. Non, alors des modèles mathématiques ou c'est. La courbe rouge, c'est vraiment les observations. Donc, c'est la moyenne des points gris. C'est vraiment juste une moyenne basique. Il n'y a pas d'autre traitement derrière de signal ou truc comme ça. D'accord. Et ça ressort quand même assez suffisamment bon pour que juste avec la moyenne basique, tu vois quelque chose déjà. D'accord, ouais. Non, c'est vrai que là, oui, c'est quand même. Il y a vraiment quelque chose juste avec la moyenne, ouais. Et donc, grâce à ça, voilà, on arrive à mesurer cette diminution de luminosité quand on passe derrière. On a la luminosité de la planète, on a la température du côté jour de la planète. Et si la température est aussi chaude que la température maximale qu'on s'attend pour un caillou sans atmosphère, on va dire il n'y a probablement pas d'atmosphère. Si la température était plus froide, il y aurait deux solutions. Soit il y a des nuages qui reflètent la lumière, soit il y a quelque chose qui transporte l'énergie du côté jour au côté nuit. Ça pourrait être du liquide ou ça pourrait être du gaz, en l'occurrence de l'atmosphère. Et pour TRAPPIST 1b, qui est la planète la plus proche de son étoile dans TRAPPIST, on a observé que c'était compatible avec un caillou. Pas d'atmosphère. Voilà. Il y a un petit Jessie qui apparaît pour dire Yes Science, mais tu l'entends pas, je pense, pour ça. Et bonjour Harper6. C'est cool comme manière de faire de la science. Oui, voilà, on essaie de. Je suis d'accord. On discute. Bon, c'est mieux, alors. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est ce que je fais pour le boulot, d'en discuter. Donc, on commence d'écouter juste les gens, puis voilà. Mais oui, c'est de la magie, c'est ça. Mais bon, donc ça veut pas dire que les autres planètes du système n'ont pas d'atmosphère. Il va falloir les planètes plus froides pour. Attends, j'ai envoyé juste ça, c'était un petit peu le press release, je sais pas trop comment on peut dire. Où il parlait de TRAPPIST 1b, mais je crois qu'il y en avait un autre, on voyait. Oui, voilà. Là, c'était une vue d'artiste justement un petit peu pour montrer, l'étoile, ce serait une étoile type N, du coup, un petit peu en rouge comme ça. Exactement. D'ailleurs, maintenant, elle est sans atmosphère, là. Il y a eu beaucoup de travail aussi pour dire, écoutez, sur une étoile M, est-ce que la photosynthèse, ça peut marcher? À quoi ça ressemblerait la vie? Parce que la photosynthèse, c'est de lumière. Du coup, elle est plus faible. Et c'est compliqué parce que tu n'as pas assez de lumière pour faire la réaction de photosynthèse habituelle qu'on a sur Terre. Ah, d'accord. Il faut réfléchir à d'autres moyens. Par exemple, il y a des moyens de cumuler les photons. Tu peux avoir des trucs moléculaires où tu prends un premier photon qui n'a pas assez d'énergie, les photons rouges ils n'ont pas assez d'énergie, et tu attends d'en avoir un second pour faire ta réaction. Oui, ce serait très lent quand même du coup. Du coup, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, il y a des moyens. Après, la nature est très forte. Donc, oui, après, comme on voit sur Terre, il y a de la vie un peu partout. Et ça fait partie des réflexions. Tu vois, chercher la marque de la chlorophylle sur TRAPPIST, c'est peut-être pas une bonne idée pour trouver de la vie, parce que ce sera autre chose. Parce que la photosynthèse ne se fera pas de la même manière. Et ce serait quoi la marque de la chlorophylle alors? C'est plutôt par l'oxygène qui est émis, les choses comme ça ou La chlorophylle elle-même, le CO2 plutôt. Elle a des bandes d'absorption. Ah oui, vraiment on peut voir la chlorophylle, d'accord. Le vegetation red edge, c'est-à-dire que ça creuse dans le spectre, je ne sais plus, autour de 0,7, 0,8 microns, un truc comme ça.
Ça fait un creux, ce qui fait que le spectre, tout d'un coup, remonte. Donc, on appelle ça un mur dans le spectre. Il y a des gens sur Terre, en tous les cas, ça se voit. Oui. Tu prends une photo infrarouge de la Terre, tu vois qu'il y a de la végétation grâce à ça. Et donc, il y a eu des discussions pour savoir si c'était plausible de regarder ça sur une exoplanète. Mais c'est moins évident que ça, parce que voilà, on ne sait pas si la vie va se développer de la même manière. Ouais. C'est fou quand même. Mais c'est vrai que là, c'est de l'exobiologie, comme dit Noguchi. C'est ça qui est. L'exobiologie, c'est un domaine fascinant, je trouve, vu que ça mélange tellement beaucoup de domaines scientifiques ensemble. Ça, c'est. Exactement. Une question de Splagada. Est-ce qu'il y a des vues d'artistes qui te semblent réalistes? Quel genre de planète serait pour nous la plus dingue à voir? C'est 2 questions là. Voilà. Alors celle-là, par exemple, du coup, là, maintenant, ils l'ont mise à jour, finalement. Ils en ont fait une avec une naine rouge et une planète qui n'a plus d'atmosphère, quoi. Voilà. Là, c'est un peu plus triste. Oui, il y a beaucoup de vues d'artistes réalistes. Je peux penser... il y avait un bouquin, d'ailleurs, de Manchu, édité par... ah oui, avec David aussi qui a participé, oui. Qui était super, parce qu'ils ont vraiment contacté les scientifiques pour discuter avec eux. Qu'est-ce qui serait une vue réaliste de la planète. Donc je conseille. Mais de manière générale, quand on fait des communiqués de presse maintenant, c'était peut-être moins le cas au début, mais maintenant, on travaille vraiment avec les artistes de la NASA, de l'ESA, l'European Space Agency, qui nous demandent, bon voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On a dessiné ça, est-ce que ça vous paraît réaliste ou pas? Voilà, ce bouquin. C'est celui-là, voilà, pour montrer. Donc celui-là, tu recommandes en termes de réalisme? Ouais, exactement, ils ont vraiment cherché à faire quelque chose réaliste, je sais pas, mais qui est en accord avec ce qu'on sait. Ouais. Et donc par rédac chef adjoint de chez Espace, David Fossé, donc on recommande. En passant. Voilà. Mais évidemment, quand tu fais une vue d'artiste, la science, elle ne peut pas te donner ce niveau de détail. Donc il y a toujours un niveau où tu dois faire un choix entre plusieurs idées qui peuvent correspondre à la réalité. Oui, c'est sûr. C'est l'Est sans atmosphère. Ah, ça, c'est une référence à Kerbal Space Program. Mais bon. Ça, j'ai jamais joué Kerbal Space Program, c'est plutôt mécanique orbitale. Alors j'essaye, mais je suis nul, c'est pas possible. Alors justement, il y a à penser que c'est d'une. Ils ont une super asso française qui font des tutoriels très sympas. Il y a le Kerbal Space Challenge, si jamais. Mais si tu veux, moi je suis un théoréticien, donc dès qu'il s'agit du point de vue pratique, je le sais, j'y arrive pas. C'est ça, ouais. Bon, alors tiens, d'ailleurs, j'avais une autre planète, là, je revois ça avant de fermer la page. Les yeux nuls aussi, t'inquiète pas. J'essaie de faire de mon mieux, d'accord. Je me fais critiquer sur mon propre live, c'est bon. Non, ouais. J'avais celle-là aussi, on en avait parlé, je crois, à l'époque, mais c'était pareil, une exoplanète où finalement on avait essayé de voir s'il y avait c'était encore un spectre de transmission, on avait essayé de voir s'il y avait une atmosphère, il n'y avait rien de concluant non plus sur celle-là. Est-ce que c'est différent par rapport à celle qu'on avait vue tout à l'heure sur TRAPPIST 1B ou... Oui, c'est différent, parce que TRAPPIST 1B, grâce à notre méthode un peu plus maligne... c'était oui, différence jour-nuit, c'est ça. Voilà, on a pu prouver qu'il n'y avait pas... On a pu prouver qu'il n'y a probablement pas d'atmosphère. Là, on n'a juste pas les données. Là, c'est pas concluant, peut-être. Ouais. Là, c'est juste pas concluant. Si tu veux, si tu baisses un peu la tête, là, voilà, par exemple, un modèle avec du dioxyde du carbone, c'est le modèle E, et bah, il pourrait marcher. Oui. Voilà, je peux m'enlever. Tu peux aussi imaginer qu'il y a des nuages, par exemple. Oui. Finalement, les données là, c'est bien d'avoir essayé, hein, mais les planètes terrestres, c'est vraiment dur. Sur un Jupiter chaud, tu vois plein de trucs. Sur les planètes terrestres, il faudrait observer, je sais pas, une vingtaine de transits pour commencer à pouvoir dire des choses. Et c'est vraiment pas facile parce qu'il faut les combiner ensemble et du coup, c'est vraiment complexe. Oui, d'accord. Alors, une question, quel type de système que tu connais serait le plus exotique pour nous? Alors, le plus exotique... C'est des bonnes questions. Hein. Si, j'ai plusieurs idées. Là, récemment, on a travaillé sur des objets qui sont un peu plus gros que des planètes, donc ce qu'on appelle des naines brunes. C'est comme des planètes, mais ça dépasse 20 masses de Jupiter. Mais c'est assez marrant parce que c'est des objets, au départ, c'était des étoiles doubles, si tu veux. Il y en a une qui a explosé. D'accord. Okay, qui est devenue une naine blanche. L'autre, comme la première explose, devient d'abord une géante rouge et du coup, ça fait des frottements. Donc l'autre objet spirale vers l'intérieur et tu te retrouves avec un truc de 20 masses de Jupiter. Donc il y a le rayon de Jupiter, si tu veux, qui tourne autour d'une naine blanche. La naine blanche, c'est la taille de la Terre. Oui. Ok, donc c'est une étoile de la taille de la Terre. Tu vois, donc extrêmement compact. Ouais. Donc tu te retrouves avec l'équivalent d'une planète qui est plus grosse que son étoile. Plus grosse que son étoile, c'est ça qu'il faut. Ouais. Qui tourne autour en moins d'1 heure.
Waouh. Bon, ça a pas l'air très amical, dit comme ça, mais... Du point de vue observationnel, on regarde 1 heure, on a vu un tour complet. Donc, on fait des super observations là-dessus, mais c'est complètement dingue. Mais là, du coup, on voit plus rien, en fait, parce que là, si l'étoile est plus grosse, ça veut dire que enfin, si la planète est plus grosse, pardon, que l'étoile, donc alors là, elle cache complètement son étoile. On appelle la courbe de phase, c'est-à-dire on voit ce que j'appelle la planète, c'est une naine brune, on va appeler ça la planète qui tourne autour de son étoile. Donc on voit d'abord le côté jour, et puis 30 minutes après le côté nuit. On arrive à voir la planète alors, là, on arrive à la... Oui, tu vois une variation de lumière. Oui, d'accord. Interpréter ça, tu arrives à voir les traces de l'eau, par exemple, ou des choses comme ça dedans. C'est quel système, celui-là? Je sais pas si je l'avais mis de côté, mais je crois pas. Alors ça, c'est pas vraiment... C'est exoplanète particulière. On a fait des demandes James Webb, mais on les a pas eues. On a eu que du Hubble. Ah, d'accord. Alors ça a des noms complètement perchés. Je vais chercher, je peux voir. C'est les... Je disais juste au revoir à Neguchi qui, du coup, lit son rapport. Donc il y en a un, c'est NLTT 5306. NLTT... Ah oui, c'est vrai que ça... Effectivement, il y a des trucs sur... Et donc c'est vraiment... Il y a le site de l'encyclopédie d'ailleurs des exoplanètes. Exactement. Alors bon, par contre, du coup, les informations qu'on a, c'est pas forcément très, très parlant, je pense. Mais il n'y a pas de belles images là. Ah bah voilà, par exemple, ici, tu vois, masse découverte en 2013. de Jupiter. Si tu regardes... oui, la CMJ, donc masse de Jupiter. Là, on compare... si tu regardes l'étoile, tu vois, l'étoile, son rayon, c'est 0,01 le rayon de l'étoile, du Soleil, à droite. Oui. L'étoile. Ah oui, d'accord. Là, tu descends. Ah oui, oui. C'est 0,0. Attends, je vais même zoomer dessus si je peux. Je vais mettre comme ça. Voilà, là on zoome un peu. Ah, c'est bon, là on peut voir. 0,01, ouais, effectivement, du rayon du soleil, donc Earson, là, c'est vrai que c'est petit. Hein. Par contre, bonne température, donc c'est ça que c'est... Voilà. Alors on en a autour d'étoiles plus chaudes, des trucs qui montent à 12 000 degrés, par exemple. Ah oui. Donc, celle-là, elle est intéressante alors. Ouais. Donc ce serait ça le plus exotique pour toi, d'accord. Alors ça, c'est exotique, ouais. Parce que ça tourne vraiment très vite. Et on s'attend pas à ça pour une planète. On dit d'ailleurs avec des habitants penchés à cause de l'inertie. Mais bon. Bah surtout, tu t'attends à ce que l'objet aussi soit un peu déformé par les forces de marée. Donc ça ressemble plus à un ballon de football. De rugby. De rugby, oui, ça va être assez fou là, à voir. Est-ce que ce serait une planète quand même avec une atmosphère celle-là ou est-ce qu'elle aurait été soufflée aussi? Ouais, c'est des planètes, c'est des trucs très massifs, donc ça peut garder son atmosphère. Bien. C'est vrai. Il y a peut-être une partie qui a été soufflée au moment de la fusion, mais du coup, qui après est restée quoi. Mais alors un autre type de système qu'on a observé qui est vraiment drôle, c'est des objets de la taille de la Lune à peu près, qui sont tellement proches de leur étoile qu'ils sont en train de se faire complètement évaporer. Ah oui. Et donc tu vois en fait, c'est Kepler qui a vu ça. Et tu vois, à chaque fois que ça passe devant l'étoile, c'est pas la même profondeur de transit, ça cache pas la même portion d'étoile, parce que que se casser, ouais. Voilà, ça se casse au fur et à mesure, et selon combien de morceaux t'as éjecté de ta planète la dernière orbite, et ben ça fait pas la même mémoire. Ah, c'est fou ça. Donc c'est en train de, voilà, c'est des planètes qui sont en train de se faire détruire. Oui. Du coup, on commence à voir, voilà, ça va être un peu une explosion de nouveautés justement dans les dernières années. On doit être un peu surpris. Par contre, oui, il y avait une question, est-ce qu'on avait vu des exolunes? Il me semble qu'on avait... J'ai l'impression que j'avais déjà vu un article dessus, en tout cas. Alors, j'ai pas écrit dessus. Voilà, rien de confirmé, donc on a des suspicions autour de 2 systèmes. Le vrai problème des exolunes, c'est qu'on essaye de les mesurer en transit. Okay, donc, voilà. Sauf que, évidemment, selon le transit que tu observes, la Lune, elle va être à droite ou à gauche, ou elle va être cachée par son étoile, par sa planète. Et donc, c'est dur de faire des observations répétées. Tu as observé une fois, c'est dur de réussir à confirmer ça. Parce que tu vas regarder une deuxième fois, tu vas pas la voir, mais ça veut pas forcément dire qu'elle est pas là. Il va falloir regarder une troisième, une quatrième fois, une cinquième fois, pour vraiment voir si tu as un signal. Alors il va être un coup à gauche, un coup à droite, un coup tu le vois pas, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas eu la confirmation. À la fois parce que voilà, c'est compliqué, à la fois parce qu'on n'avait pas les données de la précision suffisante. Donc à voir si les années qui viennent avec James Webb et une meilleure précision, on arrive à voir ça. Ouais, on verra bien. Il y avait pensé qu'ils aient une nouvelle variable demi-vie de la planète. Oui, c'est vrai que c'est pour celle de tout à l'heure, effectivement, qui était en train de se faire découper. Attends, je te remets en grand. Hop. Alors, comment tu vois la suite de cette recherche? Il y a eu un gros boom de planètes découvertes, les techniques ont évolué. Quel est le verrou technologique ou scientifique pour la suite? Ah, j'aurais dit, on est déjà en train d'utiliser James Webb. Donc, là, là, on vient tout juste d'ouvrir un verrou. Donc, oui, voilà. on se trouve dans la salle au trésor, tu vois, et on profite.
Là, il faut prendre les pièces, c'est ça. Voilà, faut prendre les meilleures pièces le plus vite possible. James Webb, il va durer probablement 20 ans, donc on a un peu de temps à passer dans cette pièce quand même. Après, si tout va bien, il faut quand même, voilà, pas non plus. Si tout va bien, mais il a assez de fuel pour 20 ans. Voilà. Il y a eu un lancement parfait par Ariane. Mais voilà, le lancement était tellement bon, tellement parfait, tellement pile ce qu'il faut, qu'ils n'ont pas utilisé de carburant pour se remettre bien dans l'orbite. Du coup, c'est un peu. Après, évidemment, si tu veux, pourquoi est-ce qu'on a des sous dans les atmosphères d'exoplanètes, hein? C'est parce que tout le monde veut trouver des aliens un jour. Oui, c'est ça qui motive derrière. C'est quand même une des grandes questions. Plus que ça, je vais dire, une des grandes questions, c'est comment est-ce que la vie est apparue et est-ce que la vie est commune? Parce qu'il y a une question que les biologistes n'ont toujours pas répondu, c'est étant donné que si je te donne une planète Terre avec toutes les conditions requises, quelle est la probabilité que la vie apparaisse? On ne sait pas. Alors si c'est 1 sur 1 milliard et que j'ai 1 milliard de planètes, on est probablement tout seul. Oui. Si à chaque fois qu'il y a une Terre, c'est facile, il y aura toujours de la vie, et on est probablement 1 milliard de civilisations dans l'univers, enfin dans la galaxie. Et donc, même si c'est sur 1 sur 1 million, au final, ça resterait. Si on a 1 milliard, il y en aurait beaucoup quand même. Et donc je pense que ça, c'est vraiment une des questions qu'on va essayer de répondre avec la prochaine génération. Et ça, c'est ce dont on parlait, les télescopes comme LUVOIR. C'est vraiment dur de faire des terres, parce que c'est petit, autour de grosses étoiles, comme les étoiles solaires. Donc voilà, le problème technologique, il est là. Il faut se battre contre l'activité stellaire, par exemple, qui perturbe nos signaux. Oui. Vraiment sur des signaux encore 10 à 100 fois plus petits que ce qu'on observe maintenant. Mais on est sur la bonne voie. Oui. Moi, je pense que d'ici 20 ans, si on continue de s'y mettre, on aura un télescope qui peut faire ça et qui pourra répondre à la question: est-ce que les planètes terrestres qui sont autour de nous, est-ce qu'elles ont toutes en commun un truc qui est probablement dû à la vie? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il n'y a rien qui sort de l'inhabituel et il n'y a probablement pas de vie ailleurs? Ouais. Donc voilà. Rendez-vous dans 20-30 ans. Encore, mais bon. Non, c'est là où j'ai l'impression qu'en fait, finalement, on dit toujours ça. On disait peut-être déjà ça pour James Webb, que ce serait peut-être lui qui trouverait des choses. Ou peut-être même qu'on a commencé à le dire avec Hubble, ça y est, on va peut-être voir s'il y a de la vie dans l'univers, des choses comme ça. Disons que même James Webb, il n'avait pas été pensé au départ pour les exoplanètes. Hein. Donc on n'a toujours pas d'instrument vraiment pensé pour les atmosphères d'exoplanètes. Et disons... C'est pas Ariel aussi qui devait observer un peu? Il n'y a pas d'autres télescopes entre deux, en tout cas, qui devraient pouvoir aider, en tout cas, avant d'avoir vraiment le Ariel, mais Ariel, c'est un peu trop petit pour faire la planète terrestre. Mais disons que si tu veux, les astronomes sont toujours un peu optimistes. Oui. Quand on prévoit le télescope, au départ, on dit vous allez voir, on va faire des trucs super, et puis ça coûte pas super. Et puis après, au fur et à mesure du temps, le prix monte et le nombre de choses qu'on peut faire diminue. Et à la fin, c'est quand même exceptionnel et incroyable, mais ça a coûté plus cher et ça fait moins de choses que ce qu'on avait promis. Oui, d'accord. Donc James Webb, on avait parlé effectivement d'essayer de faire des biosignatures. On en a parlé pour l'ELT, le European Extremely Large Telescope, donc télescope au sol. Si on a beaucoup de chance et que les planètes sont cool avec nous, c'est-à-dire que si on trouve une cible qui est proche de la Terre, autour d'une étoile calme, etc., peut-être qu'on pourra le faire. Mais ça sera unique, si tu veux. Ça sera peut-être une cible. Moi, ce que je parle, c'est dans 20-30 ans, c'est de réussir à construire un télescope qui pourra faire un grand nombre de cibles. Pas forcément être focalisé juste sur la plus proche, la meilleure. Et qui, du coup, encore une fois, comme on disait, s'il faut en faire 1 million, à chaque fois, juste pour en trouver une seule, bon, on n'y est pas encore avec le James Webb. Là. Alors d'ailleurs, tiens, une petite question, effectivement, encore de Splagada, sur le temps, en tout cas, d'observation. Parce que ça, effectivement, peut-être un petit résumé de comment ça marche, l'attribution, en fait, aux équipes. C'est assez fou dans le monde actuel, hein, mais c'est parfaitement démocratique et parfaitement anonyme. Vive la science, hein, quand même. C'est-à-dire vive la science, c'est sans frontières, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que n'importe qui ici qui écoute ce Twitch peut soumettre des propositions d'observation à James Webb. Voilà, si vous avez... c'est vrai, il n'y a pas de prérequis d'université ou d'institution, quoi que ce soit. Tu vas sur le truc des proposals et tu peux soumettre des choses. Et c'est anonyme.
Il n'y a pas de... Donc juste pour proposer, de dire par exemple, observer telle cible. C'est vraiment ça en fait. Voilà, tu dis... Alors moi j'ai soumis un proposal, j'ai dit voilà, je veux observer 7 étoiles avec 7 planètes pendant tant de temps avec un instrument parce que j'ai envie de répondre à cette question scientifique et je montre que les observations que je vais faire vont répondre à la question que je me pose. Alors je dois argumenter que c'est une question qui est intéressante et je dois argumenter que les observations que je vais faire, je ne peux pas les faire autrement qu'avec James Webb et qu'elles vont répondre à la question. Donc ça demande quand même du travail et de la connaissance de ce qui se passe. Ensuite, tout ça, c'est mélangé et c'est sélectionné. Il y a un jury qui se retrouve, qui lit tout. Comme un jury, c'est pas juste après tirage au sort sur. C'est pas un tirage au sort, voilà, il y a un jury. Il faut élaguer 90% des demandes. C'est-à-dire que. Alors, au dernier coup, on a eu 20% de réussite, mais là, maintenant, ça va tomber à 12-13% à peu près. Ah oui. Donc, d'ailleurs, j'avais vu une courbe, je sais pas si vous l'avez vu, ça a dû tourner dans la communauté, mais où, juste avant, il y a des dates limites en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et apparemment, les chercheurs quand même, ils s'y prennent un peu tous au dernier moment aussi, vu que c'est genre dans les dernières heures, il y avait un pic un peu, ça commençait à être un peu en exponentiel de soumission. La manière dont le métier marche, c'est qu'on a toujours tellement de sollicitations partout que personne n'arrive à se focaliser sur les choses avant que ce soit trop tard, enfin quasiment trop tard. Ouais. Et d'un autre côté, tu peux jamais vraiment écrire la proposition tout seul. Tu as besoin de tes collègues qui soient disponibles au même moment. Et donc, les 2-3 jours avant la deadline, c'est là où tout le monde s'arrête, dit bon, ok, on arrête tout le reste, là, soyons sérieux pour réussir à écrire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont. Beaucoup, alors, c'est pas booké pour 20 ans, non, parce qu'il y a un call chaque année. Donc, on remplit les trucs année par année. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, typiquement, d'ailleurs, on avait parlé en janvier, je crois. Et c'était fin janvier qu'il y avait justement le dernier booking, en tout cas pour l'année. J'ai fini à 2h. Parce que c'est par cycle, hein, c'est ça. À 2h du matin, envoyer le parce que c'est cycle, hein, c'est ça, on dit cycle 2, enfin il y avait cycle 1, cycle 2, des trucs comme ça. C'est un nouveau cycle chaque année, ils allouent un certain nombre de temps chaque année et on doit reproposer des choses. Et donc ça veut dire que si quelqu'un a une super idée, même si quelqu'un, imaginons qu'il y a vraiment un truc où ça se voit qu'il y a une planète vraiment intéressante et qui n'était pas dedans, est-ce qu'on peut quand même booker un peu en retirer peut-être une place? Est-ce que quelqu'un peut dire finalement je change de cible? Non, une fois que tu es accepté, tu peux pas négocier. Tu as du temps, tu as ce qu'on appelle le temps du directeur, c'est-à-dire qu'il y a une partie du temps qui est allouée au fil de l'eau. C'est-à-dire si demain je te fais une super découverte et j'ai besoin de James Webb dans les 2 mois qui viennent et que je peux attendre le cycle, j'ai un mécanisme pour proposer, mais il faut vraiment que ce soit très convaincant. En général, on va dire bah non, écoute, quel est le problème? Attends la date normale avec tout le monde et on comparera. Et des fois, tu as des choses qui sont effectivement sensibles et que tu as besoin de voir très rapidement. Et là, il y a cette manière-là. Oui. D'accord. C'est universel pour tout le projet de recherche. Ça doit être ça le fait de booker au dernier moment. Et une question d'Harper6, oui, ça j'en avais discuté aussi pour l'article, mais demande si les données sont publiques. Par exemple, exploiter une demande d'un autre observatoire, est-ce que c'est possible? Alors oui. Donc les données, il y a quand même entre 6 mois et 1 an de données propriétaires pour les gens qui se sont embêtés à faire de la proposition. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire de la science dans de bonnes conditions et de prendre le temps de bien vérifier ce qu'on fait sans avoir peur que quelqu'un d'autre arrive et publie à notre place en faisant un travail plus moche et plus rapide. Au bout d'1 an, les données sont publiques. Voilà. Il y a Après, ça dépend, je crois. On peut booker différents délais, c'est ça, je crois. Il y a certains programmes, les gros programmes, les larges programmes, les données sont publiques directement, par exemple. En général, on a peut-être plus de chances d'être accepté, je crois, si on fait public tout de suite. Il n'y a pas un truc comme ça qui aide un peu ou... Non, pas forcément, non. Pas forcément, non. Et honnêtement, c'est pas une très bonne idée, à moins que tu aies réussi à construire une communauté, qu'il y ait un intérêt spécifique à ce que ce soit public tout de suite. Mais sinon, pour moi, ça mène à de la mauvaise science quand les données sont publiques trop tôt. Parce que tout le monde est stressé, tout le monde se dépêche. Et du coup, tout le monde va trop vite. Et si tu donnes des données à un scientifique, tu lui dis que tu as tout le temps que tu veux pour les publier, il va être il va faire super attention à tout. Il va tout vérifier, etc. Et à la fin, il va sortir quelque chose de beaucoup plus carré. Et tu lui dis, écoute, je te donne tes données, mais je les ai données aussi à cette équipe et vous êtes en concurrence, donc le plus vite gagne. Ben, tu vas faire le travail le plus moche possible et sortir quelque chose. Et voilà. Parce que malheureusement, la science, elle échappe pas non plus
aux questions budgétaires derrière, vu que derrière, ils veulent pas forcément avoir la gloire, mais en tout cas, ceux qui publient plus d'articles de renommée, en tout cas, ils auront plus de budget pour les prochaines recherches quand même aussi. Donc, Exactement. bon. Super pote avec les mecs qui font tourner les télescopes, correctionner. C'est de la corruption là. Je sais pas s'il y a de la corruption des gens qui arrivent à utiliser des données en même temps. C'est pas facile, hein. Il y a quand même beaucoup de. Oui, là en plus tout est public. De toute façon, c'est une quinzaine de personnes, donc il faut vraiment. Voilà. Ça peut peut-être marcher avec un télescope qui est dans un coin, dans un petit coin voilà, de la campagne, mais bon, sur le James Webb, je pense que. Ils sont beaucoup plus faciles d'accès de toute façon, dans lequel il y a moins de pression. Et là, tu peux avoir du temps plus. Ouais. D'ailleurs, il y a un compte Twitter, je crois, qui montre pour le James Webb à chaque fois j'observe ça. Il dit à peu près les cibles, en tout cas quand elles sont un peu publiques, il me semble. Je sais pas si tu avais vu celui-là sur Twitter, mais il dit en ce moment j'observe telle cible. Oui, donc il y a un truc. Exactement. On peut suivre ce que James Webb fait. Donc comme quoi, c'est que tout est public quand même. Hein. Une question de Gib Star Tracker. Par rapport aux atmosphères, est-ce qu'on pourrait avoir un ciel sur une exoplanète d'une couleur très exotique? Ou est-ce que ce serait toujours bleu à cause de la diffusion de Rayleigh qui reste la même partout? Ah, alors ça tombe bien, j'ai travaillé là-dessus. Alors, voilà. Bien, c'est tu peux chercher, c'est un press release, tu tapes Parmentier, press release, NASA 2016, tu vas tomber sur quelque chose de joli. Attends, parce que j'avais le truc des... Non, c'est pas les trucs de Jupiter, hein, c'est pas celle-là. Parce que j'avais des trucs des différents de Jupiter. Bah, c'est celle. Attends. Il y a il y a une vingtaine de modèles différents, de petits ronds différents sur l'image. Bah, ça doit être celui-là, mais je vais quand même. Attends. Parmentier, tu disais 2016? Parmentier 2016, press release, NASA, c'est celui qui s'appelle On va voir ça. Cloudy Nights on Hot Jupiter, ou quelque chose comme ça. Il y a Exoplanet Cloud, Friend Info. Je sais pas si c'est celle-là. Ouais, vas-y, partage pour voir. Ouais, on va voir. Ça doit être ça, oui. Non, mais c'était celle que j'avais mis de côté en plus, je pense. Ouais, voilà. Alors, oui, il y a le pub qui arrive au moment. Voilà, super. C'est ça. Bon. Alors ça, je m'étais bien amusé. Voilà, donc j'avais pris, en fait, c'est des modèles de planètes que je fais. Donc en ligne, là, tu as les planètes à différentes températures. Chaque colonne, excuse-moi, c'est une température différente. Et ligne, je suppose de la présence de différents types de nuages. Sur ma attends, on a la pub maintenant, attends 2 secondes. Juste parce qu'il y a des gens qui vont pendant 20 secondes, ils n'entendent pas trop entendre. On va juste relancer rapidement. C'est sur Twitch, il y a des petites pubs qui se lancent parfois. J'ai juste lancé, il y avait Splagada qui avait trouvé un autre lien, alors peut-être que c'est pas le même. Non, c'est le même. C'est la même chose, voilà. C'est la même chose, c'est bon. C'est juste pour vérifier ça. Pas mal relayé à l'époque. Voilà, super. Et tiens, attends, pendant ce temps-là, il y a aussi une question, mais on verra après, ok. Hop, voilà, je te laisse faire maintenant, ça doit être bon pour la pub. Ouais. On va dire au moins pour Splagada, parce que le pauvre il pose des bonnes questions, puis il disait pas la pub maintenant. Donc j'ai pris ces modèles, donc c'est les modèles 3D de planètes. Hein, donc on parle de Jupiter Show, donc les planètes, c'est comme la Lune et la Terre, c'est-à-dire qu'elles ont toujours la même face à leur étoile. Donc tu as vraiment un côté jour, un côté nuit permanent. Et donc le côté jour est très chaud, le côté nuit est froid. Et donc là, je regarde le côté jour. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les modèles que j'avais. Et au lieu de sortir bêtement les specs pour comparer à James Webb, j'ai reprojeté ça sur les récepteurs des yeux. Et après, j'ai reprojeté sur les RGB. Donc finalement, ça transforme un spec dans la vraie couleur de la planète. Oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est toutes les couleurs possibles, une partie des couleurs possibles que ces planètes peuvent avoir. On va regarder un peu plus en détail. Alors vas-y. Je regarde, alors, on va commencer par les planètes tout en haut. Ouais. Ces planètes les plus froides, elles sont complètement couvertes de nuages. Il fait suffisamment froid pour que y ait des nuages partout. Donc tu vois, celle-là, elle est toute blanche. Donc là, je descends toutes celles qui sont assez froides. Enfin, froides, c'est quand même 1000 degrés Kelvin, c'est quand même pas mal. Mais ça reste froid. Que les nuages peuvent avoir une couleur un peu différente. Ils ne sont pas tous de la même couleur parce qu'ils ont pas la même composition. Ça, c'est du sable, les silicates par exemple, GSiO3. Tu vas en bas, c'est Na2S, c'est un genre de sel. Ouais, donc c'est différents types de nuages minéraux qui peuvent se former à cette température. On ne parle pas de nuages d'eau, on est beaucoup trop chaud. On a d'autres choses qui peuvent former des nuages. Alors le Na2F, ça donne une couleur bleue un peu? Alors le Na2F, c'est quoi? C'est un genre de sel? C'est le blanc tout à gauche. Donc la couleur bleue que tu vois, c'est justement là où il n'y a pas de nuages. Ça, c'est ce dont on parlait, tu as de la diffusion Rayleigh. Ah oui. Et si tu regardes, le bleu, il est beaucoup plus profond que notre bleu sur Terre. Et la raison, c'est que tu as du sodium qui, lui, continue d'absorber. Il absorbe le rouge. Et donc, tu as vraiment un bleu qui rend encore plus bleu. C'est un gros bleu, vraiment, oui, un bleu complètement marine, là. Et donc, voilà, si on augmente un petit peu, alors je sais pas si tu préfères que je fasse. On la reste peut-être sur ceux-là pour avancer comme ça en ligne. Voilà, après, tu peux aller vers l'évolution. Voilà. Donc là, on monte la température. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Et bien, à l'endroit le plus chaud de la planète, les nuages disparaissent. Parce qu'il fait trop chaud. Okay. Et si tu continues d'augmenter la température, qu'est-ce qui se passe? Le point le plus chaud, là, en fait, il se met à briller. Il est tellement chaud, c'est comme des charbons.
ça se met à briller dans le domaine optique. Et du coup, tu te mets à le voir avec tes yeux si tu étais devant. Ok ? D'accord, ouais. Et là, bon, là, on était sur un truc plutôt rouge-orangé, en tout cas. Voilà, là, tu as des nuages qui sont un peu plus rouge-orangé, tu vois, donc il a une teinte un peu différente. Et si mais donc, toutes les planètes n'auraient pas la disparition des nuages à même température. Exactement. On voit que... C'était un peu l'article de 2016. On a essayé de comprendre, parce qu'on a des données du télescope Kepler qui regarde la lumière réfléchie de ces planètes, et on a pu voir qu'en fait, la plupart des planètes, indépendamment de leur température, elles sont partiellement nuageuses. Il n'y a aucune planète qu'on a vue qui est complètement couverte de nuages comme les planètes à gauche. Donc, selon la température, l'argument, c'est de dire, du coup, ce n'est pas les mêmes types de nuages. Les planètes un peu plus froides, ça va être des nuages de MNS, par exemple. Voilà, là, ces nuages parce que sinon, ils seraient complètement couverts de nuages si c'était les nuages de silicate. Or, on a vu que c'était que partiellement couvert. Ouais, d'accord. Ah, c'est super. Hein. Est-ce que du coup, alors la question que j'aurais envie de poser tout de suite, c'est est-ce que tu l'as mis à jour depuis ou est-ce que tu comptes le mettre à jour justement quand on aura peut-être plus de données oui, pourquoi pas. Une fois qu'on sait mieux parmi ces modèles lesquels sont vrais, on pourra entourer avec un petit marqueur, voilà lesquels. Et ça s'arrête vraiment à ça, du coup, il n'y a pas d'autre. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé plus loin ou plus bas aussi d'ailleurs, enfin, pourquoi cet échantillon en tout cas entre 1000 et 2100? Alors pourquoi cet échantillon? C'est un échantillon un peu physique du coup. C'était pour interpréter spécifiquement les données du télescope Kepler qui est... Oui, c'était vraiment en fonction des données, ouais. Gamme de longueur d'onde. Non, c'est une gamme de température, excuse-moi. Depuis, on a découvert des planètes beaucoup plus chaudes qu'on appelle les Jupiters ultra chauds. Parce qu'on a une imagination, les chercheurs. On passe des Jupiters chauds, Jupiters ultra chauds. Donc là, elles ne sont pas dessus. Les planètes les plus froides, pour l'instant, on n'avait aucune information dessus, donc je me suis pas à les modéliser, si tu veux. D'accord. En tout cas, c'est facilement imaginé, ouais. On pourra s'amuser à continuer ça. Attends, j'ai peut-être raté une petite question. Alors le cas... J'espère que vous n'avez pas trop raté avec la pub, pardon, j'avais pas vu, mais on a fait une petite pause quand même. Et oui, le cas, donc, c'est Kelvin. Alors, demande, est-ce que c'est la température moyenne de la planète? Oui. Oui, c'est la température, on avait ça la température d'équilibre. C'est la température qu'il ferait sur la planète si la température était homogène. Et on parle de quoi d'ailleurs? Vraiment les nuages en fait, en haute atmosphère ou... L'endroit qu'on voit. La photosphère, donc c'est l'endroit qu'on voit, littéralement. Donc, en général, c'est souvent, oui, s'il y a des nuages quand même. Soit des nuages, soit quand t'as pas de nuages, c'est là où la diffusion relais et les molécules d'eau absorbent. Oui, d'accord. Ok. Alors d'ailleurs, en parlant de nuages, on n'a pas encore parlé de celle-là de planète aussi, GJ1214b, mais je sais que c'était une des planètes où il y avait un doute justement sur des nuages de haute altitude. Donc ça, je te laisse présenter cette planète. Alors juste avant pour finir, c'est à peu près la même chose que les degrés Celsius. Il y a 200 degrés de différence entre les deux. Donc pour des trucs à 213, ça revient à la même chose. Je sais même plus. C'est combien déjà exactement? C'est 213 ou c'est plus 73, je crois. 73, ouais, pardon. Oui, JG1214, on a un papier qui va sortir la semaine prochaine. C'est une planète mystérieuse parce que c'est une planète entre Neptune et la Terre. Donc on ne connaît pas grand-chose. Attends, il y a une petite question qui passait de Tadidris, bien vu. C'est quoi qui modifie la composition de l'atmosphère d'une exoplanète? Le hasard à la création de la planète? Ah oui, c'est une question. Oui, c'est une très très bonne question parce que justement, c'est une question. C'est toute la question. Oui, voilà. C'est-à-dire on a pas mal de théories, comme je te disais, qui disent si ta planète se forme très loin, par exemple, elle aura plus d'oxygène parce que quand tu es loin dans le disque, l'eau est sous forme de cailloux et c'est plus facile d'accréter des cailloux, de la glace que du gaz. Okay. Tu vas enrichir ton atmosphère en oxygène, par exemple. Mais évidemment, c'est dur dans les données de voir ça facilement parce que pour chaque système, il y a quand même un côté très stochastique, un côté chanceux de combien d'astéroïdes la planète va se prendre au moment où elle se forme. Okay. Et donc ça peut te mettre une grande variation pour une condition donnée dans la composition chimique de ton atmosphère. Donc c'est vraiment là où on est content d'avoir James Webb parce qu'à la fois on va pouvoir mesurer ces compositions d'atmosphère beaucoup plus précisément et on va pouvoir le faire pour des centaines de planètes pour vraiment avoir une statistique et réussir à voir des tendances malgré le bruit stochastique, malgré les variations dues à ce hasard pendant la formation. Ouais. Voilà. D'accord.
Ah tiens, j'avais retrouvé ça d'ailleurs, je l'ai pas montré tout à l'heure. Avant de passer à G1214B, il y avait ce fichier-là aussi, on l'avait pas. Mais juste pour rappeler tout à l'heure, donc ce qu'on parlait entre jour et nuit, c'est juste ça la différence, hein, c'est ça. Entre, je sais pas si tu vois bien là du coup. Attends, oui, voilà. Donc tu vois, oui, c'est ça. Donc on voit que la température mesurée, elle est d'environ 500 Kelvin. 400... Ils ont mis en Fahrenheit aussi, là, c'est américain. Mais et le modèle avec aucune redistribution, elle est autour de pareil. Alors que si une bonne atmosphère qui pouvait envoyer l'air d'un côté à l'autre, et ben on serait plutôt autour de 400 Kelvin. Donc clairement, on voit qu'il n'y a pas une atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère efficace à transporter de la chaleur. Ouais, voilà. Une atmosphère, mais elle est vraiment fine. Du coup, elle ne transporte rien du tout. D'accord. Donc voilà, celle-ci, c'était plutôt la déception, pas d'atmosphère, quoi. Mais bon. Alors, passons enfin donc à GJ1214B. J'étais encore en train de chercher, je l'avais mise de côté, mais... oui, j'ai dit GJ1214, donc c'est ça, c'est une planète qui est entre la taille de Neptune et de la Terre. Donc c'est ces mini-Neptunes dont on n'a pas d'exemple dans le système solaire. Donc c'est quand même une bonne question, à quoi elle ressemble. En particulier, on peut se demander combien il y a de métaux dans son atmosphère, c'est-à-dire combien il y a d'éléments autres que de l'hydrogène et de l'hélium dans son atmosphère. Ouais. On voit dans le système solaire, il y a le Soleil il a de l'hydrogène, de l'hélium et plein d'autres choses. Dans Jupiter, on voit que ces autres choses, elles sont 3 fois plus abondantes que dans le Soleil. Dans Saturne, elles sont environ 10 fois plus abondantes. Dans Uranus et Neptune, elles sont environ 30 fois plus abondantes. Donc on a remarqué dans le système solaire, plus la planète est petite, plus il y a autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium. Et donc la question, c'est ces planètes de type mini-Neptune, est-ce qu'elles ont encore plus de ces éléments-là ou pas? Et c'est pas clair pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas trop d'idées à quoi ça doit ressembler. Et donc jusqu'à maintenant, on avait des observations. C'est la planète qui a été le plus observée par Hubble. Et le spectre est complètement plat, c'est-à-dire qu'on ne voyait rien. Voilà. C'était la déception celle-là, du coup, apparemment, c'est ça que tu racontais. C'était un peu frustrant parce qu'on a passé 64 orbites, donc les orbites énorme. Donc 64 heures, si tu veux, même plus, une centaine d'heures. On a fait une centaine d'heures de Hubble sur cette planète. Ah oui, on parle des orbites de Hubble, là. On n'arrive pas à détecter l'atmosphère. C'est bizarre. Donc il y avait plusieurs idées. L'idée qu'elle ait une atmosphère très lourde, donc il y avait beaucoup de ces éléments lourds, et du coup ça fait que l'atmosphère est plus fine et c'est plus dur à voir, ou qu'il y a des nuages en très haute altitude. Et donc là on l'a observé avec James Webb, on l'a observé dans la lumière thermique, donc avec l'instrument MIRI, c'est vraiment à de grandes longueurs d'onde. Et on l'a regardé, au lieu de regarder le transit, parce qu'on avait vu que le transit ça marchait pas. Avec Hubble on a vu ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Là, on a regardé la lumière émise par la planète tout au long de son orbite. Donc, on a attendu une orbite complète. Ouais. Alors, on ne sait plus, ça dure genre une vingtaine d'heures, un truc comme ça, c'est assez long. Une orbite complète, ce qui nous a permis de faire cette mesure entre la différence de température entre le jour et la nuit. Et donc là, on a... le truc de NASA, en fait. Je n'avais pas encore utilisé assez aujourd'hui, mais le site, on peut bien voir là. Eyes on Exoplanet, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est vrai. On voit qu'elle n'est pas dans la zone habitable, c'est la zone verte. Elle n'est pas dans la zone habitable, elle est plus chaude. Et alors pourquoi est-ce qu'on s'y intéressait autant à celle-là? Parce que déjà, c'est un archétype de ce genre de planète qu'on n'a pas dans le système solaire. C'était vraiment pour bien, voilà, surtout par le type de planète. Voilà, quand il y a un nouvel objet, on se demande à quoi ça ressemble, parce qu'on ne peut pas le prédire facilement. Est-ce que c'est des trucs qui ressemblent à la Terre en plus gros ou des trucs qui ressemblent à une Neptune en plus petit? Ou alors c'est complètement autre chose. Et aussi parce que c'était frustrant. Voilà. D'avoir autant à chaque fois. En fait, au début, peut-être qu'on n'avait pas voulu en faire autant, mais oui. C'est que... Donc là, on a vraiment réussi à faire ça, à mesurer la température côté jour, côté nuit, voir que c'était pas la même température, donc confirmer qu'il y avait une atmosphère. Et confirmer que en fait, la planète est plus froide que ce qu'on pensait. Et donc, on pense qu'il y a une grande couverture nuageuse et du coup, un grand albédo. Donc, elle réfléchit beaucoup de lumière. Environ 50% de la lumière est réfléchie. C'est un petit peu moins que Vénus, mais c'est plus que la Terre, par exemple. Donc, elle serait plus brillante que la Terre. D'accord. Et donc, on a une idée de la température de surface qu'il pourrait y avoir sur celle-ci, enfin de surface, en tout cas plus interne? Probablement pas de surface, mais du coup, c'est une bonne question. Il faudrait que Parce que donc là, la température des nuages externes serait assez élevée, alors s'il y a quand même... Ah non, justement, elle serait plus faible, vu qu'il y a beaucoup d'albédo quand même. Voilà, c'est plus faible. Un peu sur... C'est plus faible que vous pensez. Ça reste chaud, c'est de l'ordre de 500 ou 600 degrés. C'est pas... c'est quand même pas... c'est pas un monde gelé, quoi.
Mais ça résout en partie le mystère, c'est-à-dire qu'on a montré qu'il y avait des nuages, donc c'est probablement ça qui nous bloque la vue en transit. Et on a aussi montré que c'était probablement une atmosphère assez lourde. Donc on avait les deux effets combinés qui nous empêchaient de voir au travers. Parce que moi j'avais discuté avec Renew Hu aussi, qui est plutôt JPL je crois, en tout cas c'était en Floride, mais au Californie pardon. Mais en tout cas qui disait que lui il pensait que c'était vraiment un monde océan, donc là par exemple par rapport à cette hypothèse là, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, est-ce que ça reste possible ou est-ce que c'est... Ça reste possible, mais on peut pas encore déterminer. On sait que c'est une atmosphère lourde, donc c'est-à-dire que ça pourrait très bien être une atmosphère principalement composée d'eau. Mais on peut pas différencier ça avec une atmosphère avec du méthane ou du CO2 par exemple. Oui d'accord, pas encore à ce moment-là. Mais on sait que c'est pas un truc avec principalement de UH2. On sait que ça ressemble pas à Neptune. Ça, oui d'accord. Parce qu'au début on appelait ça les mini Neptune, au final bon c'est pas forcément... Bah là c'est clairement pas une mini Neptune, voilà. C'est pas possible. Ok. Ah, il y avait une question d'Arpassi que je l'avais pas vue. Est-ce qu'on utilise d'autres longueurs d'onde que la lumière visible ou infrarouge? Alors là, pour le James Webb, du coup, on n'est que infrarouge d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure. Alors pour le James Webb va jusqu'à 0,6 microns, donc il peut aussi faire visible. Ah oui, c'était quand même un peu visible parce qu'on voyait tout à l'heure un spectre, enfin il y avait une infographie où on voyait que c'était... C'est pas facile, mais ça peut aller jusqu'au visible, ouais. C'est quand même plus visible, ok. Après on parle de proche infrarouge, moyen infrarouge, c'est pareil aussi. Donc avec James Webb, non, c'est vraiment visible et infrarouge. Après, on fait des observations à d'autres longueurs d'onde. Il y a des gens qui regardent des observations en radio. L'idée des observations radio, c'est de pouvoir mesurer des choses qui ont rapport avec les champs magnétiques de ces planètes. C'est-à-dire que si tu regardais, si tes yeux étaient sensibles au domaine radio, le truc le plus brillant dans le ciel, ça serait Jupiter. Et ça couvrirait quelque chose qui est plus grand que la pleine lune. Oui. D'accord ? C'est-à-dire que la magnétosphère de Jupiter, elle est absolument gigantesque. Et donc, une des questions sur ces planètes, c'est essayer de mesurer leur champ magnétique pour comprendre comment se forment les champs magnétiques, ou typiquement sur ces planètes comme TRAPPIST, comprendre combien le champ magnétique peut protéger les atmosphères. Et ça marche bien avec le domaine radio parce que tu as des interactions entre l'étoile et la planète qui excitent des ondes radio, et donc on essaye. Alors pour l'instant, on a des possibles détections, mais c'est pas clair. D'accord. Ok. Alors je voyais qu'on approchait bientôt 17h et comme tu avais dit que tu avais un peu d'impératif, donc si les gens ont des questions, je dirais que c'est le moment, si vous avez d'autres questions pour Vivien. Une petite seconde, je réponds à Bon bah au revoir. Je l'entends plus là en tout cas. Il répond juste à un truc sur Skype je pense. Donc si vous avez des dernières questions en tout cas, parce que normalement il doit partir à 17h donc je vais attendre, il s'est juste coupé son micro. Alors tiens, pendant qu'il est pas là, moi j'avais prévu aussi, c'est pas trop l'extrême inverse en tout cas en termes de planète. Ah non, t'es revenu, c'est bon. Je suis relâché. Voilà, très bien. J'allais montrer, en attendant je voulais parler vite fait de 55 Cancri E aussi, qui était, pour le coup c'était l'inverse, c'était une planète, je crois qu'elle est quoi, 60 fois plus proche, je crois, de son étoile que nous par rapport au Soleil. Extrêmement chaude, 55 Cancri, et l'étoile est tellement brillante que normalement James Webb ne devait pas pouvoir l'observer. Mais il y a quand même des gens qui vont l'essayer, donc on va voir ce que c'est. Donc ça aussi c'était dans les noms à retenir. Alors, tiens, une question de Splagada. Dans le futur, ton but de carrière, c'est le poste permanent de directeur de recherche au CNRS. J'ai aucune idée du poste idéal pour un astrophysicien. Alors ouais, DR de recherche CNRS, c'est super, mais moi je suis parti sur la route de l'université, donc je vais être professeur des universités, qui est aussi un poste permanent, mais qui a de l'enseignement, alors que le directeur de recherche n'a pas d'enseignement. Donc c'est deux carrières possibles. Donc là, il faudra que j'envoie des mails en disant bonjour professeur. Exactement. Voilà. Bon, parce que ça, il faut retenir. Il y en a parfois on me le dit, hein, quand il y a quelqu'un qui. Non, c'est professeur, c'est pas monsieur. Mais bon. Mais oui, par contre, je suis très d'accord avec Splagada que tu es extrêmement un pédagogue. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais content que tu acceptes de participer aujourd'hui. Parce que voilà, je me souvenais, on avait discuté déjà pendant une bonne heure pour l'article, alors que je l'attendais pas autant non plus. Donc là, voilà. Très intéressant. Avec plaisir. C'est super de voir qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à la chose. Continue, oui, c'est ça. C'est comme ça que je suis payé. C'est vrai. Bon, c'est gagnant-gagnant du coup. Voilà. Moi par contre je suis pas payé du coup, je n'ai pas d'abonnement là du coup. Non, je n'ai pas été payé pour ça mais c'est pas grave. Je le fais par plaisir aussi, par passion.
Non, mais voilà, je sais pas après s'il y avait d'autres questions, en tout cas pour Vivien. Si jamais, mais sinon, moi en tout cas, je remercie beaucoup. J'avais pas trop d'autres questions, je pense en tête. On aura déjà discuté au moins plus de 2 heures sur le sujet au total, donc. C'est déjà pas mal. Et je pense que j'avais mis à peu près. En plus, on a vraiment fait le tour avec tout ce que j'avais mis de côté. On est passé un peu vite du coup sur 55 ans Crieux qui était intéressante aussi, mais. Il y avait aussi VHS 1256B, mais alors celle-là c'était plus une planète comme ça qui était en train d'être étudiée aussi par le James Webb. Ouais, ça c'est. Alors ça, on en a pas parlé, mais c'est l'autre type de planète qu'on observe. C'est-à-dire ça, c'est une planète complètement différente. Ouais. C'est des planètes qui sont très loin de leur étoile. Très loin. Donc pour l'instant, on a parlé que de planètes. C'est vrai, on a parlé des plus proches. Plus proches que Mercure de leur étoile. Maintenant, on parle. Ça, c'est une planète qui est plus loin que Pluton de son étoile. Ouais. Okay. Donc on n'est toujours pas dans c'est l'inverse. Système solaire. On arrive vraiment à voir que les extrêmes. Et elles sont suffisamment loin pour qu'on arrive à les séparer, celles-là, spatialement de leur étoile. Et là, c'est l'inverse alors. Là, ouais. C'est l'inverse. On peut vraiment prendre une photo. On a l'imagerie directe. J'étais avec toi. Et le truc, c'est que, évidemment, c'est compliqué. Ce qui semble pourtant, d'ailleurs, je pense du point de vue de quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on se dirait, c'est comme ça qu'on observe. On observe directement la planète. Là, c'est vraiment ce qui se fait, du coup. C'est vraiment ce qui se fait. Ça reste compliqué parce qu'on est en train de regarder un point très très faible autour d'un point très très brillant. Quelqu'un qui disait, c'est comme de regarder une luciole à côté d'un phare situé à 50 km de là. Ah oui. C'est pas facile. 100 km, ouais, c'est facile. Donc, énormément de travail pour pouvoir retirer la lumière de l'étoile, bloquer l'étoile et faire apparaître la planète à côté. Et ce qui est super avec ces planètes, c'est que tu peux vraiment faire de l'astronomie de manière plus classique, c'est-à-dire tu as un point, tu le regardes et du coup tu le regardes aussi longtemps que tu veux. Oui. Donc tu arrives à engranger beaucoup de lumière. Tu n'es pas obligé d'attendre que le machin transite à chaque fois. Oui. Donc ils obtiennent, sur ces planètes-là, tu obtiens une qualité de données qui est bien meilleure que ce qu'on peut faire sur les planètes très proches. D'accord. Et en particulier, je ne sais pas si tu vois le spectre, je ne sais pas si tu as des trucs du spectre. Sur celle-ci ? Ouais. Non, là, ils avaient mis que c'était juste une illustration. Regarde, je vais te mettre le truc là, parce que c'est vraiment joli et je pense que ça va vous plaire. Mais l'illustration est belle, déjà. Pour celle-ci, en tout cas. C'est belle. Où est-ce que je peux te mettre ça dans la conversation là ? Dans Skype, je pense, oui. Il y a un lien. Tu cliques dessus. Je vais montrer. Tac. Ah, il est en train de me télécharger, j'ai l'impression. Ouais, il va. C'est un article, ok. Je vais l'afficher, je vais le mettre. Je sais pas si je peux le mettre sur Firefox. Alors attendez, je vais le mettre comme ça. C'est celui-là, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Tu peux descendre un peu. Donc il y a plein de gens, c'est la première de James. Ouais, là ça c'est le boulot aussi de chercheur, on voit les vrais articles et le boulot de journaliste aussi, vu que du coup on doit lire les articles comme ça. Du coup j'en profite pour répondre à la question qui était là, qui est le plus grand physicien compétent de ma part. Et je ne peux pas répondre parce que la physique ne marche pas juste grâce à des génies solitaires, c'est toujours des groupes. Des équipes, vraiment du travail de longue haleine. Les gens construisent les uns sur les autres et donc et c'est vraiment cette image que j'essaye de faire passer, c'est que même si Einstein n'avait pas été là, la relativité aurait été découverte. Donc il ne faut pas trop encenser les gens. Déjà parce que ça mène à beaucoup de problèmes ensuite. Ouais, c'est vrai. On le voit en médecine un petit peu, là on le voit encore aujourd'hui, mais bon. Les gens qui sont trop encensés, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi sans conséquence et c'est pas bien. Et c'est pas loin, c'est une ville pas loin de Nice d'ailleurs, qui commence par un M aussi, où il y a des. Non bref, sans entrer trop loin en détail. Mais bon. Et de manière réaliste, la vraie science en fait se fait vraiment en construisant tout ce que les autres font. Donc il y a vraiment une continuité. Voilà. Surtout la manière dont la science se fait maintenant. Tu peux plus faire de la science tout seul, c'est pas possible. Ouais. Alors, et même avant d'ailleurs, c'était déjà, comme tu disais, Einstein aussi, il avait repris des trucs de Poincaré, d'autres scientifiques avant, il a pas non plus. Même si on peut parler de génie pour certaines idées, mais ils font pas tout seul non plus, quoi. Alors si tu remontes en haut, on peut voir le. Alors c'était lequel que tu voulais voir ? Le premier là de toutes les couleurs. Non, en dessous, tu descends. Il y a un spectre de toutes les couleurs. Celui-là, oui, d'accord. Voilà, donc là, tu vois là, il est magnifique ce spectre. Hein. Donc, alors ça c'est beau, mais du coup, d'un point de vue d'un profane, forcément, on se dit bon, il y a beaucoup de chiffres. Si. donc là, ce que tu vois, voilà, c'est l'émission de la planète. Ouais. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que tu vois, tu as l'impression que c'est très bruité.
Mais si tu descends un petit peu, en fait... Descendre, ouais. Ouais, descends. Tu vois, en fait, c'est pas du bruit. Là, c'est un zoom. Et toutes ces variables que tu vois là, en fait, c'est des lignes individuelles de molécules que tu peux voir. D'accord, ouais. Donc là, typiquement, là, c'est la même partie du spectre vue par deux instruments différents. Et donc, tu vois que c'est pas du bruit parce que c'est d'accord l'un avec l'autre. Oui, d'accord. Si tu descends encore un peu, tu as un autre endroit où on peut voir ça. Je trouve vraiment... c'est pour ça que c'est des... On n'avait pas répondu, je viens de voir aussi, à Tardiris tout à l'heure, enfin en tout cas pour la tâche de Jupiter là, qui était sur sur l'exoplanète. Ça, c'était vraiment du vue d'artiste. Hein. Ça, là, ouais. Juste pour répondre, parce que j'avais pas lu. Bonjour à Croco qui est venu mettre le petit laser de Star Wars. Donc, de la même manière, c'est plausible, mais ça veut pas dire qu'on l'a détecté. D'accord. Alors vas-y, donc là, c'est ce qu'on voit sur le détail, ouais. Voilà. On voit le détail vraiment de NIRSpec à chaque fois. Celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Celui-là c'est beau, là-dessus. Ça, c'est les lignes du CO. Alors, le CO, il est incroyable. C'est comme si une molécule assez simple. Donc, le CO qui est du coup le... Il a des lignes très... Comment on l'appelle le CO en... Le monoxyde de carbone. C'est le monoxyde, voilà, monoxyde de carbone. Ouais. Il a des lignes très régulières et tu les vois clairement dans le spectre. D'accord. Donc c'est ce duo plutôt surtout qui enfin, c'est lequel qui t'intéresse le plus, c'est celui duo en fait là. Alors celui duo, qui est extrêmement détaillé. Celui duo, c'est le spectre en laboratoire. Si tu prends ça, du CO en laboratoire et tu lui mets des lasers, ça c'est les longueurs d'onde qu'il va bien aimer absorber. D'accord. Okay. KCO, c'est quoi? Ça veut dire, quand on dit ça, c'est que c'est le truc un peu témoin finalement. C'est l'opacité, c'est la capacité d'absorber. Ah, okay. D'accord. Et du coup, là, on le compare en dessous, effectivement. Une correspondance, tu vois que dans la planète, c'est ça qui se passe. Alors, tu remarques par exemple que les lignes sont un peu plus larges dans la planète que dans le laboratoire. Oui. Ouais, et ça, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire, comme dans la planète, il fait plus chaud, les molécules passent plus vite. Elles bougent un peu, ouais. Et du coup, il y a l'effet Doppler qui fait que ça élargit les lignes. D'accord. Voilà. Après, quand tu dis ligne, là, parce que là, on voit beaucoup l'inclinaison aussi. Comment est-ce que tu décris justement la différence? Parce que là, par exemple, on a des choses vraiment très nettes. Ouais. J'essaie vraiment de parler de quelqu'un qui découvre complètement le truc aussi, et ce qui est mon cas d'ailleurs là. Parce que là on voit vraiment quoi, c'est les lignes, c'est vraiment ici on voit des lignes bien nettes. Voilà, mais là du coup la ligne qui compte c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment plutôt le pic total ou... Là ce qu'on a c'est le CO qui absorbe de la lumière. Oui. Donc à l'intérieur d'une de ces lignes toute droite que tu vois en haut, en fait il va y avoir moins de lumière dans la planète. Oui, d'accord. Donc ce que tu vois c'est le fait que la lumière de la planète descend. Paf, c'est ça. Elle remonte de l'autre côté. Ouais. Ok. Voilà. Ok, je vois. Et ça, c'est assez incroyable. Donc en fait, il faut le voir, il faut regarder surtout le pic en bas en fait. C'est ça que je veux dire. Bah, faut regarder la variation. Il faut presque voir, oui, voilà, la variation. Mais on va dire que pour faire le lien entre les deux. Et tu vois à gauche où il n'y a pas de CO. Là, on voit que c'est pas pareil. Il n'y en a pas. Le CO, il absorbe pas ici. Donc c'est clairement différent. D'accord. Et donc là, pour remettre, alors voilà, l'abscisse, là c'est des unités, je te laisse la lire celle-là. C'est le flux de l'étoile. Le flux, voilà. Watts par mètre carré par micron. Par micron, ouais. C'est l'énergie. Donc le flux, c'est la puissance. Ouais, voilà, la puissance. La puissance émise par 1 mètre carré de ta planète, excuse-moi, à chaque micron. Oui, d'accord. Et en bas, c'était voilà, les longueurs d'onde en micron. Ok. Voilà, c'est bien, ça permet de détailler en direct. Si tu descends un tout petit peu plus, t'en as un dernier quand même, après on va s'arrêter. Hein. Ah oui, mais ça. Voilà, t'as ce truc ici, qu'on a dit, il y a marqué Silicate Cloud vers 10 microns. Alors là, c'est moins évident, c'est-à-dire que les nuages, ça fait quelque chose de très large comme absorption. Donc, c'est pas comme le CO qui va faire ces petits pics comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose de très large. Donc, ce qu'il faut que tu vois, c'est que le spectre il se courbe un petit peu comme ça. J'essaye de... Ouais. Voilà. Alors, ce serait où? Au niveau du... Ça commence où, en fait? C'est plutôt cette courbe-là? Voilà, c'est ça, exactement. Là, tu vois que ça courbe un petit peu différemment. La pente est un peu différente. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'il y a des nuages de sable, de silicate qui se forment dans cette atmosphère. D'accord. Voilà. Ça peut pas être des nuages d'autre chose. Ça nous donne vraiment une information sur de quoi sont faits ces nuages. Et c'est vraiment chouette parce que jusqu'à maintenant, on supposait que c'était des nuages de silicate. On avait vraiment du mal à avoir la preuve. D'accord. Voilà. Ok. Non, mais c'est intéressant de voir en détail le travail quotidien. Finalement, c'est surtout de savoir manipuler ces courbes de points, etc., d'absorption. Exactement. Donc tout l'article est basé surtout sur tous ces résultats-là et ensuite voilà. Alors celui-là, tu as participé dans celui-là? Non, c'était juste un... Non, là j'ai pas participé. Ça c'est mes collègues en imagerie directe, dont certaines personnes à Nice d'ailleurs, avec qui je travaille régulièrement. Qu'ils ont fait aussi. C'est d'une cette planète d'hier par c'est vrai que c'est du... Y a pas la courbe des épices? Non, ouais. D'accord. Ok.
Bah voilà, bah du coup, on arrive à 17h, effectivement. Chouk. Bah, je te remercie encore, hein, donc j'espère... Splagade a dit voilà, super ce live, donc merci. Merci à Vivien, surtout. On a appris plein de trucs, et t'es physicien, bon, on sent que voilà, tu te connais pas mal. Je fais ça tous les jours. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Bon bah très bien. Bah, je te quitte là, je vais faire peut-être une conclusion ensuite en solo sur live. Un petit yes science. Voilà. Bah merci encore, hein. Et puis je le mettrai donc en replay aussi, hein. Tu pourras avec peut-être un peu de montage pour couper le début où il n'y avait pas de son, mais au moins il n'y a pas eu d'autres problèmes depuis. Donc voilà. Bah merci encore alors Vivien, puis bonne fin de journée. Allez, à bientôt. salut tout le monde. Bye bye du coup. Donc moi je reste un peu.